Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission Radio Pléiade, donc la 60e du genre. Donc ce soir, nous allons parler de crop circle ou bien cercle de culture pour parler français. Et avant même une introduction plus étoffée, je vous propose de regarder 2 petites minutes d'introduction faites justement par notre invitée Laurine Garisson. Allez, c'est parti et on est de retour dans 2 minutes. Depuis des temps immémoriaux, la planète Terre est visitée, l'humanité accompagnée dans son évolution. De nombreuses histoires à travers les âges relatent des rencontres, des connexions avec des êtres stellaires venus pour enseigner aux terrestres les fondements des lois universelles et cosmiques et rappeler à nos mémoires notre véritable nature et notre place dans l'univers. Chaque grande civilisation, au travers de ses peuples, ses tribus, ses cultures, évoque dans leurs chroniques, leur mythologie, la présence de ces dieux à leur côté. Des multitudes célestes, une seule va sceller pour l'éternité notre destinée à la sienne et unifier nos liens. De Teotihuacan à Gizeh, de Caral dans le désert du Pérou, à Xi'an dans le centre de la Chine, la ceinture d'Orion va rayonner sur la terre entière. Jusqu'au Mesa de Hopi en Arizona, l'empreinte des dieux est partout. Véritable témoin de pierre de cette alliance avec le peuple des étoiles. Aujourd'hui encore, cet enseignement se poursuit. Il éveille nos consciences dans les messages des cercles de culture. Et voilà, donc bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle émission Radio Pléiade, pour parler des cercles de culture avec Laurine. Bonsoir Laurine. Bonsoir Hervé. Eh Ben, bien, merci de m'inviter ouais. dans ton émission. J'en suis très heureuse. Eh ben, merci de venir dans mon émission. J'en suis également très heureux. C'est super que tu aies pris l'initiative de me contacter, justement. Bienvenue aux 43 participants pour le moment qui sont avec nous sur cette émission. Donc, sachez que cette émission est enregistrée et sera transformée en vidéo YouTube plus tard. En plus, d'autant plus on utilise des petits extraits d'un reportage qu'a fait Laurine, justement, sur les cercles de culture. Alors, bienvenue Laurine. Est-ce que tu pourrais justement nous dire un petit peu qui tu es et comment tu es venue à t'intéresser au cercle de culture? Bonsoir Gadja également à l'ensemble des auditeurs de Radio Pléiade, hein. Alors pour me présenter brièvement, dans la vie de tous les jours, je suis une soignante, ça fait depuis plus de 23 ans que je travaille dans un hôpital public, donc rien à voir du tout avec les crop circles. Et par contre, en parallèle, je suis une chercheuse indépendante, je dirais même plutôt une expérienceuse, que j'ai toujours été en quête de vérité. Alors moi, c'est vrai que je suis plutôt du genre autodidacte. J'ai souvent fait des investigations, toujours en rapport avec le phénomène OVNI et plus particulièrement, concernant les abductions extraterrestres. C'est quelque chose qui me passionne énormément. Alors déjà, dès mon plus jeune âge, j'étais intéressée par le cosmos, je suis passée par l'astronomie, bien sûr, pour mieux déjà connaître, appréhender, le cosmos. Après, j'ai été aussi, du côté de l'ufologie, mais j'ai esquivé assez rapidement parce que ça répondait pas vraiment à mes questions. Mes préoccupations, elles étaient plutôt, sur la recherche du lien subtil, qui m'unit à l'univers et toujours ce besoin vital, de me sentir en résonance, avec ce que les natifs appellent, le peuple des étoiles, voilà.
Donc, pour résumer, j'ai toujours orienté mes recherches là où je ressentais, une connexion possible et ce lien d'esprit et de cœur avec la source, cette véritable famille stellaire que je recherche en fin de compte, j'ai j'ai commencé en fin de compte tout au début à faire des recherches, qui n'avaient rien à voir. C'était en fin de compte avec sur les anomalies des structures artificielles qu'on peut trouver sur les corps célestes ou les planètes de notre système solaire. Donc j'ai commencé en fin de compte très, très loin par récupérer, grâce à un ami, il me procurait lui en fin de compte des images de clichés de la sonde américaine Clémentine. Donc c'est une sonde qui a été lancée, en janvier 94 et qui a fait énormément de clichés, de la Lune et qui est restée je crois 70 jours en orbite lunaire et donc moi mon objectif à l'époque, c'était d'analyser les clichés lorsqu'ils étaient exploitables bien sûr et pour y détecter éventuellement des signes soit d'activité ou la présence d'artefacts. Alors, c'était un très long travail, j'ai fait ça pendant presque 10 ans en collaboration avec cet ami, donc qui me fournissait en clichés. Mais le problème, de ces recherches, c'est qu'il y avait l'impossibilité de pouvoir, se rendre sur place pour vérifier, l'exactitude de mes recherches. Donc c'était assez frustrant et donc après 10 ans de recherche derrière un ordinateur, bah, j'ai décidé de poursuivre mes recherches, mais sur un plan terrestre. Donc là, j'ai commencé à entendre parler du phénomène des cercles de culture. Alors c'est vrai qu'en France, on en parlait très, très peu. Ou quand on en parlait, c'était, jamais de la bonne manière, c'était plutôt déformé et moi, par les canaux, d'information, britanniques et américains, sur les agroglyphes, un jour, je suis tombé justement sur l'histoire d'un cercle de culture qui était apparu, et qui représentait en fin de compte à l'échelle, d'un 14e, une connexion possible entre un site martien, de Sidonia et les sites mégalithiques terrestres, d'Avebury et de Silbury Hill. Donc ça, tout de suite, ça m'a fasciné, mais vraiment fasciné. Et là, je me suis mise au travail et je me suis dit qu'enfin je pouvais trouver un endroit, je pouvais faire des recherches avec, la possibilité d'aller me rendre sur place et de vérifier des informations, de première main, quoi. Voilà. Alors, tu utilises le terme justement d'empreinte des dieux dans l'introduction du reportage que tu as fait. Donc, bon, bah, justement, c'est le moment d'en parler. Donc, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Cercle de culture, l'empreinte des dieux, c'est ça? Mmh Où, mh. où, où tu postes, enfin, c'est le nom de la chaîne, oui, c'est ça, il me semble. Oui, c'était la chaîne que j'ai créée pour pouvoir diffuser, les séquences de ce documentaire que j'étais en train de réaliser, par petits morceaux, en fin de compte, voilà, et donc l'empreinte des dieux, oui, tout simplement parce que, ce qui est assez incroyable aussi par rapport à tous ces sites mégalithiques et les sites, archéologiques à travers le monde, c'est de voir que justement, la ceinture d'Orion, qui a brillé à travers toutes les civilisations, les plus grandes civilisations de ce monde, ça a toujours exercé une fascination en fin de compte pour ces peuples-là et il y a toujours eu une espèce de connexion et donc moi, ça m'a vraiment fasciné parce que ça correspondait exactement à ce que j'ai toujours eu en moi, ce que j'ai ressenti et en fin de compte, mes démarches, ne serait-ce que d'aller en Angleterre, c'est un peu comme un voyage initiatique et c'est ni plus ni moins que la recherche de cette connexion, quoi, voilà. C'est vraiment ça. C'est très profond. Alors la question en fait que je m'apprêtais à te poser, c'est qu'il y a un auteur, tu parlais tout à l'heure que tu t'étais intéressé au de ta carrière alternative, j'ai envie de dire, de ce Oui. qui est les malformations justement dans le système solaire. Donc tu as dû t'intéresser à Mars, le visage de Mars, des choses comme ça. Il y a un auteur qui a beaucoup étudié tout ça, qui s'appelle Graham Hancock. J'imagine que c'est un auteur que tu connais, auquel tu as dû t'intéresser et qui a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle L'empreinte des dieux. Tout à fait, tout à fait et c'est vrai que j'ai réalisé après avoir choisi ce nom, que ce nom avait déjà été utilisé par lui, justement et c'est pour ça que j'ai rajouté cercle de culture, l'empreinte des dieux pour pas faire une plagiat, bien sûr. C'était pas du tout, le but. Mais c'est vrai que oui, effectivement, c'est aussi très pertinent, ces recherches sont pertinentes et elles ont aussi cette particularité de cristalliser, bon nombre de civilisations, de recherches qui ont déjà été faites et de réunir tout ça et d'en faire quelque chose qui se tient, qui a du sens et qui va vraiment toujours dans cette direction d'un contact avec, une civilisation, extraterrestre qui a certainement été, comme je pense moi personnellement, agi comme des instructeurs, galactiques, cosmiques.
et qui continue aujourd'hui justement avec les cercles de culture, qui sont des supports terrestres à cet enseignement. Alors, on va reparler de tout ça. Donc, Laurine ne connaît pas Cobra. Cobra est une personne qui est assez connue, on va dire, sur Radio Pléiade, mais on va reparler de tout ça justement, et j'aurai quelques, on va dire, citations de Cobra en ce qui concerne son opinion sur les cercles de culture. Je pense que ça vous intéressera. Alors, une petite parenthèse également. Donc, sachez que il existe un site, donc, pardon, il existe un groupe Telegram, un canal plus exactement, qui s'appelle le Kiosque de Lumière. Si vous ne le connaissez pas, eh ben, il est temps de vous y abonner, et dans lequel justement Jean-Michel vous a reposté 6 références qui parlent justement de cercles de culture à travers des références Nexus, Top Secret, ou bien enfin, Hans Peter, Roth Hans Peter, qui a, enfin voilà, toute une, si ça vous intéresse, il vous poste tout un tas de références justement sur les cercles de culture. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, est-ce que tu pourrais, Laurine, nous expliquer justement qu'est-ce que c'est exactement qu'un cercle de culture? Voilà, et comment ça apparaît? C'est quoi exactement? Parce qu'on entend beaucoup parler, on voit ces jolis dessins dans les champs de blé, mais au final, je ne suis pas sûr que tout le monde sache très exactement justement ce que c'est, et notamment aussi qu'est-ce qui les distingue de ce qui pourrait être des faux cercles de culture, puisqu'il y a toute une polémique autour de ça. Mais on en reparlera tout à l'heure à travers un extrait de ton documentaire. Oui, tout à fait. Donc déjà, c'est pour ça que je vais parler comme si je ne parlais que des vrais, des authentiques, parce que les faux, effectivement, on peut pas nier qu'il y en a quantité qui sont fabriqués par des terrestres. D'ailleurs, je pense que ça fait partie, contrairement à comme toi, ta démarche, Hervé, de la divulgation, ça fait partie, je pense, d'un processus de désinformation. Donc mélanger le faux et le vrai, c'est parfait pour perdre les gens, en fin de compte. Et donc moi, je vais vraiment parler des vrais, parce que les caractéristiques des vrais, c'est celles qui sont les plus pertinentes. Donc déjà, ce qui est intéressant avec un cercle de culture, c'est que personne n'a jamais vraiment vu une formation se faire sous les yeux. Tout ce qu'on peut voir traîner sur le net, souvent c'est du fake, hein, c'est du montage vidéo, on n'a jamais réussi. Il y a même eu d'ailleurs des opérations qui ont été faites par un célèbre anglais, un chercheur indépendant qui s'appelle Colin Andrew, qui avait fait d'ailleurs une opération avec, les militaires. Ils avaient essayé de quadriller toute une parcelle d'un champ pour essayer de surprendre justement les créateurs, de ces cercles, et comme à chaque fois dans cette, région, du sud de l'Angleterre, où il y a souvent, la nuit et le matin une petite brume, et ben, c'est là qu'on découvre, avec étonnement, une figure qui apparaît, qui n'était pas présente la veille ou des fois quelques heures avant, et en général personne ne le voit, hein, personne ne voit cette formation se faire. Donc déjà, c'est ça qui est très, très, étonnant, et donc ces figures, il y en a toutes sortes. Alors il faut savoir que c'était très évolutif. Tout au début, parce que ça remonte à très, très loin, hein. Il y a des premiers, témoignages de cercles de culture qui remontent extrêmement loin. Mais on va dire que ceux qui ont vraiment été les plus, étudiés, c'était à partir on va dire des années, 80, où il y en a eu, c'était en général des formes assez simples. C'était des cercles tout simples, des formes circulaires, soit reliés un peu comme des haltères, avec des formes géométriques assez simples, et c'est seulement dans les années 90 que ça a commencé à se complexifier, et même d'ailleurs que les mathématiques ont commencé à devenir un langage qui s'est imbriqué dedans. Il y a l'espèce d'encodage. Alors il faut savoir que, les cercles de culture, en fin de compte, c'est comme, moi je considère ça un peu comme un langage. Je dirais que les premiers cercles étaient juste des figures géométriques assez simples. C'est un peu comme si on voudrait apprendre l'alphabet. Donc on commence par apprendre des lettres, et après une fois qu'on commence à les connaître un peu, bah, là on passe à des mots, et c'est comme ça que je pense que dans les années 90, tout s'est complexifié, et je pense aussi que c'est suite, parce qu'il y a quand même l'intelligence qui est derrière. Il y a eu tellement d'opérations de désinformation, que je pense qu'à un moment donné, le phénomène a voulu montrer aussi que, qu'il fallait mettre un terme à cette espèce de scandale, quoi, de désinformation qui faisait beaucoup de tort au phénomène, et donc je pense qu'il a commencé à mettre la barre un peu plus haute pour, révéler aussi
cette supériorité, je vais dire, de maîtrise peut-être technologique dans la réalisation de ces figures. Il suffisait pas juste d'utiliser des planches, des cordes et puis voilà, de dessiner des dessins comme ça, à la va-vite. Donc oui, effectivement, les crop circles, c'est devenu un langage, universel parce qu'il utilise aussi, des messages qui sont encodés à l'intérieur, qui peuvent être mathématiques, qui peuvent être aussi des figures, un peu comme des mandalas, voilà, qui peuvent servir aussi à la méditation. Il y a énormément de choses et tout le monde peut y trouver son compte. C'est ça aussi qui est bien, c'est que tous les scientifiques, enfin, qui ont l'esprit ouvert, peuvent y trouver leur compte. Tout le monde trouvera toujours un sujet intéressant, qui se relie. Alors soit ça va être, des événements d'ordre cosmique, ça peut être très bien une activité solaire, l'activité par rapport à une planète, enfin, tout ce qui est encodé dans les scopes, dans les cercles de culture, ça a toujours un lien avec, soit une activité cosmique, soit avec un message, voilà, spirituel. Donc c'est ça qui est vraiment bien. C'est que c'est universel, c'est vraiment un langage universel. Alors, il y a un auteur, alors qui n'est pas sur le kiosque de lumière dont je parlais tout à l'heure, qui est un auteur français qui est très connu, sur les crop circles. Je pense que vous le connaissez, enfin beaucoup de nos auditeurs le connaissent. C'est Umberto Molinaro. Donc il a écrit, alors à ma connaissance, il a écrit 3 livres sur les crop circles. J'ai entre mes mains le dernier qui s'appelle, 333 parce que c'est le titre, c'est Crop Circle Connection, donc c'est 3 C, 333. Et justement, en fait, il parle de ça, de cet aspect, de ce langage qui est à la fois un langage, je dirais, mathématique, géométrie sacrée, symbolique. Enfin, il y a plein, il y a vraiment différents niveaux. Et il insiste justement dans son livre sur comment dire, la connexion qu'il peut y avoir entre les crop circles qui apparaissent et des groupes qui sont là justement pour les étudier à ce moment-là. C'est-à-dire que les crop circles, et j'aurai une anecdote d'ailleurs à vous raconter plus tard dans l'émission, en fait, les crop circles peuvent apporter des réponses par rapport à des questions que les personnes, que les observateurs de crop justement se posent. Est-ce que tu as connu cette expérience toi-même, Laurine? Alors, moi personnellement, non, pas par rapport à ça. Par contre, effectivement, c'est vrai que, dans l'histoire, des crop circles, des apparitions, oui, on a des choses, notamment avec le message de Shibbolton, je ne sais pas si tu en as entendu parler? C'était en fin de compte une réponse par rapport à un message qui avait été envoyé, dans l'espace, par le radiotélescope d'Arecibo en 1974. Ça avait été envoyé je crois que c'était vers l'amas globulaire, M13, je crois, c'était, ouais, vers Hercule et en fin de compte, 27 ans après, il y a une réponse qui est apparue, en Angleterre, près d'un télescope aussi, donc à Shibbolton, qui reprenait en fin de compte le dessin originel, ouais, qui avait été encodé, par les scientifiques, avec des modifications. Alors c'était des différences au niveau, de l'ADN, au niveau il y avait aussi une forme humanoïde, qui apparaissait et puis il y avait aussi le télescope de Shibbolton qui était encodé aussi dedans et ça a suivi comme ça. Il y a eu une réponse déjà, en 2000. Il y a eu un premier crop circle qui est apparu. Après, il y en a eu un autre en 2001 et il y en a encore eu un autre en 2002, un fameux, message avec l'extraterrestre qui apparaît dans le champ, qui tient un disque, d'ailleurs qui était encodé, c'était un codage ASCII, voilà et dedans d'ailleurs, certaines personnes ont essayé de décoder, ce message, qui était en binaire et ils avaient obtenu, je crois, un message, qui disait, bon, ben, voilà, c'était une réponse à un peu à l'imposture, que certains terrestres faisaient, par rapport au phénomène et qu'eux, ils étaient là pour, rétablir un peu la vérité aussi, quoi. Donc oui, c'est très intéressant et oui, je pense que, ça peut être, même par rapport à des méditations collectives, je pense que les crop circles peuvent, apporter des réponses, c'est clair. C'est tout à fait possible. Ça, j'en suis persuadée. Alors, raconte-nous un petit peu justement tes aventures autour des crop, parce que finalement, toi, tu as campé en Angleterre pendant des jours et des jours. Alors, je ne sais pas d'ailleurs comment tu faisais. Tu étais sous la tente, tu avais t'avais un camping-car, je ne sais pas. Mais en réalité, tu as passé beaucoup de temps finalement à les attendre, ces crop, pour les observer une fois qu'ils apparaissaient. Oui, alors en fin de compte, ma démarche, elle est un petit peu différente. C'est-à-dire que les crop circles, pour moi, c'est juste une facette. C'est-à-dire que c'est la facette la plus visible d'un phénomène et d'une présence d'une intelligence qui est sur place ou qui est capable de faire des allers-retours assez rapides
et d'une activité présente. Donc il fallait bien sûr que je réduise un peu, le territoire parce qu'en étant toute seule et ayant peu de moyens, j'avais choisi 3 sites. Voilà, 3 sites où je resterai, sur une semaine à chaque fois. J'ai fait ça pendant 3 saisons. Donc j'ai fait ça en 2004, 2005 et 2007. Donc j'avais choisi, le site de Silver Hill. C'est un tumulus qui est très connu. Il y avait un sanctuaire aussi qui s'appelle, le sanctuaire de Westinage Rock Barrow. Et puis il y avait justement la fameuse colline de Golden Ball Hill, qui était un très bon point de vue, un très bon panorama pour surveiller une très grande, comment on va dire, portion de champs qui me permettait comme ça de pouvoir éventuellement, surveiller, la moindre activité. Alors oui, j'y suis allée toute seule, mais c'était voulu aussi parce que je voulais vraiment, dans ma démarche, comme je disais un peu tout à l'heure, dans un peu comme un voyage initiatique, je voulais me retrouver seule face au phénomène et moi, autant que les crop circles, ce qui m'intéressait, c'est justement tous les phénomènes, connexes aux crop circles. C'est-à-dire tout ce qui était ovni, tout ce qui pouvait être éventuellement, photo surprise qu'on peut avoir, tout ce qui pouvait être, rencontre effectivement, rencontre rapprochée, parce que ça peut aussi arriver. Voilà donc et puis il y avait aussi le phénomène des ball of light, donc ils sont en fin de compte des boules de lumière qui peuvent apparaître et disparaître, très rapidement et qui d'ailleurs sont souvent assez présentes, près des figures, près des formations et donc tout ça, c'était ça qui m'attirait. Je voulais vraiment me retrouver, sur ces terres-là pour être pleinement, en connexion avec, cette intelligence et je voulais vraiment essayer de rentrer en contact avec, cette intelligence, qui est vraiment sur place, qui est vraiment active et sur place. Alors tu dormais à la belle étoile? Qu'est-ce que tu faisais? Tu veillais toute la nuit, dans l'attente qu'il se passe quelque chose? Ou bien comment ça se passait concrètement là? J'ai jamais je me suis posé la question, je me dis: «Ça doit être quand même assez passionnant de d'attendre la nuit, un crop circle sur des» en fait, c'est des lieux énergétiques d'ailleurs. Tu bon, là où tu vas déjà à la base, c'est des lieux qui sont connus comme étant des lieux d'apparition régulière de crop parce que c'est des lieux qui portent une énergie, en soi particulière, des vortex d'énergie. Oui, tout à fait. Alors en fin de compte, il faut savoir des crop circles, il y en a qui apparaissent à travers le monde, hein, il y en a énormément. Simplement le choix du sud de l'Angleterre, c'était un choix stratégique parce que moi partant à peu près, l'équivalent d'une semaine, là-bas, il fallait que pour essayer d'avoir un maximum d'expérience, il fallait que je choisisse un endroit qui était potentiellement le plus actif et c'est vrai que cet endroit-là, le site où il y a les sites mégalithiques, est réputé pour ça. Voilà, parce que c'est quand même un endroit assez chargé. Les lignes de force, les lignes telluriques, dont tu parles, c'est ce qu'ils appellent en Angleterre les lines et voilà, c'est très intéressant et oui, effectivement, j'avais choisi cet endroit-là parce que ça augmentait mes chances de voir plein de choses. D'ailleurs, là-bas, il y a des Anglais qui sont à l'année, qui ont jamais vu autant de choses que moi, tu vois? Alors que moi, j'y étais pas très longtemps. Mais simplement, vraiment ce qui est important, si je dois donner une recommandation à des gens qui devraient faire l'expérience, parce que je pense que moi, c'est ce que je conseille aux auditeurs, hein, c'est vraiment de faire, des expériences directes, vérifier toujours par soi-même. C'est vraiment d'y aller avec un cœur pur et puis vraiment, être prêt à recevoir n'importe une vraie expérience, voilà et moi, j'y allais donc je suis parti avec ma voiture. Je dormais dans ma voiture, je campais en fin de compte, hein, j'avais pas de tente, je dormais dans ma voiture. Je me répartissais, mon séjour sur, 3 lieux donc comme je disais tout à l'heure. Il y avait des jours, j'allais à tel endroit, après je changeais d'endroit, voilà, je revenais, je faisais des allers-retours comme ça. J'y allais au feeling, beaucoup au feeling parce que je suis assez sensitive et je marche beaucoup à mes ressentis. Donc ça a été un peu mon radar intérieur qui m'a guidée un peu et c'était un peu mon guide et c'est vrai que contrairement à beaucoup de gens qui viennent, comme de simples curieux, se rendre dans les cercles de culture et qui après le soir retournent à l'hôtel, voilà, parce que c'est vrai que là-bas on rencontre beaucoup de gens de la terre entière, hein. Il y a des chercheurs qui viennent de toute la planète, hein, tous les étés, ça fourmille. Bon ben, moi je restais sur place et il y avait une autre particularité, c'est que je m'intéressais beaucoup aussi au druidisme et là-bas, il faut savoir qu'en Angleterre, ils sont très actifs aussi et ça m'a permis d'assister à des rituels druidiques directement sur les sites mégalithiques en pleine nuit. Donc on voyait des gens des fois se balader dans les champs à minuit
venir avec des tambours, faire des choses, même des fois des gens qui étaient en costume cravate après leur travail, qui sortaient. Moi, j'ai repéré des petits endroits qui étaient, bon, un petit peu secrets, pour les Anglais, et ils allaient déposer des petites offrandes, ils accrochaient des choses dans les arbres, notamment aux chênes, les chênes sacrés, et voilà, et puis après ils repartaient comme ils étaient venus. Il y a vraiment aussi ce culte-là, le culte, c'est vraiment un endroit chargé, un endroit mystérieux, et c'était vraiment c'est vraiment le plus bel endroit qu'on puisse imaginer pour être en contact avec, pas le surnaturel, mais cette connexion justement subtile avec, le visible et l'invisible. Là-bas, c'est vraiment ça. On est toujours à la frontière, on est toujours à la frontière. Moi, je considère que là-bas, les cercles de culture, c'est un peu comme des ambassades. C'est un territoire neutre. Une fois qu'on pénètre un crop circle, on est entre ciel et terre. On est entre 2 eaux, et voilà, avec un état de conscience qui se modifie, et c'est une expérience, merveilleuse, vraiment. Alors attends, et précise ça un petit peu. En quoi justement, le fait d'être sur un crop circle, ferait modifier ton état de conscience? Donc il y a des énergies particulières donc qui émergent après que ce crop se soit dessiné? Oui, alors il faut savoir qu'en fin de compte, lorsqu'on a la chance de découvrir un crop circle, tout frais, il faut savoir qu'il y a un champ, je parle uniquement pour les vrais, hein, là je parle pas pour, les faux, mais pour les vrais, ça ne s'applique que pour les vrais. Il y a un champ électromagnétique, très intense, qui d'ailleurs d'une personne à l'autre va être ressenti différemment. Il y a des gens qui vont se sentir, mal à l'aise, qui vont avoir un peu la nausée, envie de vomir, des vertiges, et puis d'autres personnes, qui eux par contre, vont se sentir, comme si qu'ils avaient une expansion de la conscience, un état de conscience modifié, quelque chose vraiment, ça rend pas euphorique, mais quelque chose qui t'ouvre un peu, comme si qu'on disait voilà, ça t'ouvre ta glande pinéale, pareil. Tu vois? C'est quelque chose qui va jouer un peu comme un interrupteur sur ton état de conscience, et chaque personne le ressent différemment. Là-bas en Angleterre, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui, souvent, peu de temps après la découverte d'un crop circle, vont justement sur les endroits énergétiques. Nous, on appelle ça un peu les nids d'oiseaux. C'est des espèces de nœuds énergétiques qu'il y a au sein de la figure, et c'est là où il y a ce que se concentre beaucoup de force, et les gens, des fois, arrivent, avec, ils font de la lithothérapie, ils arrivent avec leurs cristaux, ils se mettent, tous en cercle à l'intérieur, ils font la méditation, ça leur fait du bien, ils se connectent aussi, voilà. Chacun y trouve son compte, en fin de compte, et puis aussi tout dépend ce qu'on vient y chercher. Voilà, je crois que c'est ça aussi. On accueille l'expérience aussi qu'on est prêt à accepter, et en fonction aussi du chemin qu'on emprunte. C'est ça qui est vraiment bien, c'est que les crop circles, c'est quelque chose d'universel qui peut satisfaire tout le monde. Quelqu'un qui connaît très, très bien le phénomène, qui est très spécialisé, va y trouver, quelque chose de pointu, mais quelqu'un qui est juste, qui veut juste s'intéresser comme ça, ni plus ni moins, ça va éveiller sa conscience aussi. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est ça qui est vraiment bien. C'est, ce côté universel, voilà, qu'on retrouve dans tout. Alors, bah, j'incite, du coup nos auditeurs, là on est 76 participants donc, sur cette émission, donc bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent donc pour parler des cercles de culture, des crop circles avec Laurine Garrison. Donc je vous invite allez-y, à lever la main si vous le souhaitez intervenir, poser une question, ou peut-être que vous aussi vous êtes chasseur entre guillemets, je sais que tu n'aimes pas trop ce mot-là, de crop circle. Alors, Bia, oui, bah écoute, vas-y, Bia, je t'en prie. La parole est à toi. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je confirme le sud de l'Angleterre où j'ai habité 3 ans. Et je me souviens que je suis passée sur l'autoroute tous les samedis matins. Et un samedi matin, il y avait une colline tout à fait très le long de l'autoroute. Et il y avait des crop circles. J'étais vraiment, ça m'a fait vraiment quelque chose de, enfin, comme une déflagration, mais très positive. Le samedi d'après, il n'y avait plus rien, plus rien, plus de traces, rien du tout. Voilà. Et je confirme aussi qu'en Angleterre, ils sont très ouverts, très humbles face à tout ça. Et j'ai eu différentes réponses à différentes questions très importantes dans ma vie là-bas. Voilà.
Très bien, bah, merci pour ton témoignage. Ben oui, en fait, le problème des crop circles, c'est alors ça dérange les agriculteurs, bien sûr, parce que après ça attire plein de monde, les gens viennent piétiner les champs, donc j'imagine que les agriculteurs n'aiment pas trop ça, mais ça dérange aussi les autorités, j'imagine, et peut-être que ça précipite un petit peu le temps des moissons, non, lorsqu'il y a des crop circles pour effacer la trace de ces galactiques aussi rapidement que possible, non, je ne sais pas. Oui, effectivement, il y a les 2 cas. C'est-à-dire que déjà, non seulement c'est un manque à gagner aussi pour les agriculteurs, donc en général, ce qui se passe, c'est que, ils se sont un petit peu organisés et souvent au centre des formations, on peut trouver des espèces de petites boîtes, des petites box. C'est simplement pour recevoir le don. Les gens qui viennent visiter peuvent déposer une petite pièce, un petit billet pour en fin de compte, c'est une forme de dédommagement, voilà, pour l'agriculteur qui a perdu sur ses rendements. Et effectivement, il y a aussi d'autres agriculteurs qui n'aiment pas du tout ce phénomène, qui s'y opposent complètement, qui vont, moissonner rapidement pour effacer toute trace ou qui vont carrément interdire, toute, toute incursion sur leurs terres. Mais en général, les gens qui sont vraiment très intéressés, au phénomène font attention, remontent vraiment dans les figures en passant par, les sillons et font très attention de ne pas abîmer, les cultures qui sont restées sur pied et voilà, il y a un respect, il y a vraiment un respect. C'est, les gens n'arrivent pas comme ça, pour tout dévaster, pas du tout. D'accord. Alors, je vais faire une petite citation, extraite d'un vieil entretien, en fait, qui date de 2013, donc de la personne que nous connaissons bien là dans la tribu, on va dire, donc du contacté Cobra, un contacté pléiadien. Donc la personne lui demandait justement en 2013: «Il n'y a pas eu fondamentalement de crop circle en 2013. Pourquoi cela?» Et Cobra a répondu à ce moment-là, donc le but des crop circles, tenez-vous bien, était de réveiller une certaine partie de la population humaine et d'attirer son attention. Je pense que ça a été réussi. Maintenant, le but est de réveiller le segment suivant. Donc, le crop circle serait, d'après Cobra, donc une façon finalement de nous réveiller pour ceux qui ont besoin de se réveiller. Mais je dirais même plus loin, vous ramener, enfin faire passer aussi certains messages. Il y a quand même des messages très clairs qui passent à travers les crop circles. D'ailleurs, à ce propos, Laurine, je sais pas, pour toi, quel est le crop circle dont le contenu, j'ai envie de dire, symbolique ou enfin, tu parlais de langage tout à l'heure, tu as le plus, apporté finalement en termes d'information, une révélation? Est-ce que un crop circle, plus qu'un autre, a été une révélation pour toi en termes de contenu? Alors, pas en termes de contenu, mais déjà ne serait-ce qu'en prouesse, technique, on va dire. Il y a eu un fameux, crop circle, qui était en fin de compte pareil, un langage mathématique, c'était un ensemble de Julia. Donc, l'ensemble de Julia, il faut savoir que ça représente les fractales, donc c'est vraiment, un langage mathématique et donc c'est un crop circle qui est apparu, au mois d'août en 2006 à Melkhill et il était composé de 409 cercles, donc c'est énorme et ce qui est stupéfiant, c'est que l'endroit où il est apparu, donc c'était au-dessus du cheval blanc de White Horse, donc là où j'ai été, près de Melkhill et ce qui est incroyable, c'est que, ça s'est fait en très peu de temps et ce qu'il faut savoir techniquement, c'est que, le terrain sur place, la topographie est extrêmement, escarpée, alors que les cercles sont parfaitement, circulaires, il y a, aucun problème. Alors que si ça avait été fait depuis le sol, il y aurait forcément, comment? Une imperfection qui serait engendrée à cause du terrain, la déformation du terrain et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui interpelle parce que ça montre une fois de plus que le procédé qui est utilisé, qui nous échappe encore un peu quand même, hein, on voit bien que c'est un procédé qui lui ne n'est pas fait à partir du sol, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui est en suspension et qui dessine la figure, et ça, c'est vraiment incroyable et quand on voit la taille, par exemple, l'ensemble de Julia, il faisait à peu près 267 mètres, je crois, de diamètre. 267 mètres, c'est énorme et en très peu de temps. Il y a eu des crop circles, des fois, qui ont été faits, il y a beaucoup d'aviateurs qui passent souvent, ne serait-ce que pour, présenter les figures, de l'année à des touristes, hein, voilà et des fois, le temps de faire l'aller-retour, il y a des crops qui sont apparus, quoi.
Donc c'est vraiment la soudaineté c'est assez bluffant. C'est vraiment assez bluffant. Alors, alors qu'on sait très bien que les crop circle makers, tous ceux qui font vraiment, qui planifient de faux crop circle, en général, ils font ça plutôt la nuit, voilà, et puis bon, ils sont obligés de s'organiser. Des fois, ils font même les crop circles en plusieurs fois. Donc, c'est vraiment différent. Là, le coup, par exemple, de Milk Hill, c'était vraiment incroyable parce que voir une figure aussi élaborée en si peu de temps, c'est vraiment une prouesse technique. Mais qui, pour les vrais auteurs, c'est rien du tout, quoi, je pense. Pour eux, c'est de la rigolade, on va dire. Ce serait intéressant d'ailleurs, par rapport à cette polémique, enfin, ou cette désinformation organisée par certains groupes qui construisent des faux crop circles pour semer la confusion. Ce serait intéressant, donc par rapport à l'exemple que tu donnes là, la fractale de Julia composée de 409 cercles, allez-y les gars, faites pareil. On vous attend, prenez vos planches et faites la même chose et puis on ira prendre les photos, en avion ou en drone pour comparer les 2. Ça n'a jamais été fait ça justement? Non, ça n'a pas été, enfin, il y a eu des choses qui ont été tentées, notamment par l'année où j'ai commencé à y aller en 2004, je suis tombé sur l'équipe de tournage du National Geographic qui était sur place, donc qui était à West Clayton Barrow. Ils étaient en train de justement de faire un tournage de nuit où, c'était bien sûr, c'était pas un crop circle authentique, ils étaient en train d'en faire un comme ça. Voilà, c'était pour un documentaire qui était en train de se tourner. Mais de toute manière, ce qui est important, de savoir, Hervé, c'est que de toute façon, il y a plein de caractéristiques qui ne peuvent pas aller. C'est-à-dire que bien sûr, il y a l'aspect visuel, c'est donc le côté le plus visible, du cercle de culture. Mais après, si on va au niveau, de la biophysique, il y a plein de choses, des caractéristiques qui vont être présentes dans un vrai qu'on ne pourra jamais retrouver dans un faux. Par exemple, bon, sans aller trop, dans le détail, il y a des particules magnétiques, qu'on peut retrouver, qui sont d'origine météoritique, qu'on peut retrouver soit sur les plants de blé, soit directement dans la terre qui est chargée. Il y a ce genre de choses. Ou sinon, il y a l'allongement des nœuds, des tiges de blé. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui, lorsque c'est fait par des terrestres, c'est impossible. Tous les terrestres qui font des crop circles, ils cassent les tiges de blé. Alors qu'un vrai crop circle, jamais. C'est jamais cassé. C'est juste allongé. Et l'articulation naturelle de la plante, bah, ça fait une élongation et une flexion, et ça se couche comme ça naturellement sous l'énergie de formation, quoi. Voilà, donc voilà, c'est ça qui est très intéressant, c'est que de toute façon, il y a des choses au niveau biophysique qui permettent tout de suite de faire la différence entre un vrai et un faux, ça c'est clair. Alors on avait prévu un petit extrait, enfin un petit extrait, un extrait d'une dizaine de minutes qui explique un petit peu tout ça. Je sais pas justement, j'ai peur suite à ta remarque, est-ce que c'est trop technique ou pas? Est-ce qu'on le passe? Je ne sais pas. Mais peut-être que ça vaut quand même, ça vaut quand même le coup, Oui, c'est pour que les gens intéressant. justement, si vous êtes un jour interpellé, par rapport à vous savez, des moldus qui contestent tout un tas de choses et notamment, qui contestent l'existence des crop circles en disant: «Mais non, c'est des fakes, c'est démontré», que vous ayez des arguments solides à leur, justement à leur opposer, parce que, voilà, vous connaissez le sujet et vous verrez vite qu'eux, ils vont manquer eux-mêmes d'arguments. Alors on va passer à ce moment-là ce petit extrait. D'accord. Vous allez voir, c'est très intéressant donc extrait du reportage de Laurine. C'est d'ailleurs, toutes les images que tu nous montres, c'est des images que tu as filmées toi-même ou bien tu as été chercher justement des films ou des images d'autres personnes? Alors il y a certaines, vues aériennes, bien sûr, à l'époque en 2004, il y avait pas les drones comme maintenant. Donc soit ce sont des images d'illustration, pour les photos. Mais pour les prises de vue aériennes, non, je n'avais pas de drone à l'époque. Moi, j'avais juste mon petit caméscope numérique et mon appareil photo. Donc toutes les séquences qu'on voit, ce sont des séquences qui m'appartiennent. Par contre, quand ce sont des vues aériennes, non, ce sont des images que j'ai empruntées soit à des photographes ou voilà, tout à fait. OK, alors ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos yeux. Je suis passé en partage d'écran. On est parti pour, 10 minutes d'extrait donc de ce reportage de Laurine sur les crop circles pour que vous ayez tous les arguments, pour pouvoir vous opposer à ces moldus qui prétendent que les crop circles, ce sont des faux. Regardez bien, c'est très, très intéressant. Golden Ball Hill est une zone particulièrement active,
est parfaitement situé pour observer et étudier de nombreux phénomènes liés au cercle de culture. C'est à 7h19 du matin, le 8 août 2004, que j'ai photographié non loin de l'agroglyphe dauphin cet engin volant stellaire. J'étais situé cette fois-ci à l'opposé, en contrebas de la grande colline. Cet engin se déplaçait discrètement, en silence, en étant légèrement incliné et en suivant la ligne de crête. À quelques mètres près, j'ai observé au même endroit l'année suivante, le 25 juillet 2005, à 12h45, un autre engin volant. De taille beaucoup plus petite, cet objet avait une forme de capsule inclinée à 45 degrés et comportait autour d'elle 4 éléments satellitaires et sphériques qui se déplaçaient de manière autonome. C'était comme une sonde d'exploration en mission de reconnaissance ou de surveillance. Alors que j'étais en train d'étudier l'agroglyphe formé cette année-là, non pas dans un champ de blé, mais dans une parcelle de colza, je me suis senti moi-même observé avec cet objet qui semblait avoir détecté ma présence au sein de cette figure. Sur la photo, l'on distingue parfaitement cette coiffe blanche inclinée avec les 4 petites sphères qui gravitent autour d'elle. En observant ces engins ou ces boules de lumière présentes aux abords des cercles de culture, j'ai remarqué au fil des ans qu'elles ont non seulement un comportement intelligent qui interagit avec leur environnement proche, mais surtout qu'elles semblent observer le comportement, les réactions et les émotions des terrestres qui viennent visiter les agroglyphes. Elles ne semblent jamais bien loin des cercles de culture. La question est, qui étudie qui? Très intéressant également, sur la photo aérienne de la figure de 2005, apparaît l'image fantôme du cercle de culture de l'année 2004. Cela est dû à l'empreinte magnétique résiduelle dans la terre agricole. Malgré la moisson, le labourage et l'ensemencement d'une nouvelle céréale, notamment de colza en 2005, à la place du blé en 2004. Ces éléments font partie des caractéristiques que l'on retrouve exclusivement lorsque nous sommes face à un cercle de culture authentique, et non réalisé par la main ou plutôt les pieds de l'homme. Dans l'objectif de tromper les personnes attirées par ce phénomène, très rapidement comme à chaque fois, une opération de désinformation et d'imposture vient parasiter la vérité pour ridiculiser et éloigner les populations de cette réalité dérangeante. Seulement, passé la supercherie orchestrée par des terrestres, équipés de planches et de cordes pour écraser et former mécaniquement leurs œuvres imparfaites, restent les formations authentiques, infalsifiables, qui, elles, comportent des propriétés biophysiques bien plus complexes et subtiles, qui signent avec véracité l'authenticité de leurs auteurs stellaires. Au-delà de la géométrie sacrée et des multiples connaissances encodées dans les cercles de culture, véritable langage universel provenant d'instructeurs galactiques, il y a, lorsqu'on est en présence d'authentiques agroglyphes, des traces matérielles visibles et d'autres moins visibles mais vérifiables, qui permettent de ne pas se faire abuser par la duperie exercée par des groupuscules au service des intérêts de ceux qui souhaitent maintenir les consciences dans l'ignorance et dans une amnésie collective à propos de nos origines. Il y a tout d'abord la présence de particules magnétiques sphériques d'origine météoritique, de 10 à 40 microns de diamètre, que l'on retrouve dans les échantillons de terre prélevés dans les formations. Ces sphères sont composées de fer pur, d'oxyde de fer et de magnétite fusionnée. Le fait qu'elles soient magnétisées révèle qu'elles se sont formées dans un champ magnétique. La deuxième photo montre les traces de matériaux magnétiques fondus adhérant au grain des céréales des agroglyphes. Souvent, ces particules sphériques hautement magnétisées se trouvent regroupées autour ou juste sur le bord des périmètres des formations, ce qui suggère que la force centrifuge répartit ces composants vers les bords des zones aplaties ou couchées. Dans certains cas,
Ces dépôts magnétiques étaient présents au niveau central des plantes couchées, à l'épicentre du cercle. Une force de rotation, comme un vortex de plasma en spirale, semble être à l'origine de ces dépôts. Selon les études du professeur Levengood, biophysicien du BLT Research, ces particules magnétiques seraient attirées dans le système de vortex plasmatique, descendant par les champs magnétiques puissants, puis chauffées à un état fondu par les micro-ondes associés dans le processus de création des cercles authentiques. La seconde caractéristique est l'allongement des nœuds de la tige de blé. Les protubérances fibreuses, ressemblant à des articulations, sont à la fois élargies latéralement, ils sont plus gros, et longitudinalement, ils sont étirés. Cela est causé par les énergies de formation. L'énergie est tellement intense qu'elle provoque la flexion du nœud apical en conjonction avec un étirement marqué du nœud. Cet étirement est souvent localisé au niveau des deuxième, troisième et quatrième nœuds vers le bas des tiges. La courbure extrême exclut les processus naturels de phototropisme. C'est la tendance naturelle de la plante à se réorienter vers la lumière du soleil. Ou le gravitropisme, qui est la tendance naturelle de la plante à se orienter vers la gravité terrestre. Dans certains cas, avec des plantes colza, les plantes étaient couchées à 180 degrés. Les cercles de culture authentique ne sont jamais couchés mécaniquement. L'utilisation de planches ou de pieds humains casse les tiges des plantes. La troisième caractéristique typique en biophysique est la présence de cavités d'expulsion. Ce sont des trous creusés au niveau d'un ou de plusieurs nœuds de la tige de la plante. Ces trous sont des anomalies causées par l'exposition au rayonnement des micro-ondes, qui transforment instantanément l'humidité interne de la plante en vapeur. Si les micro-ondes sont suffisamment intenses et la quantité d'humidité au niveau du nœud de la tige importante, la vapeur en expansion rapide dans ces nœuds inférieurs ne peut s'échapper qu'en soufflant des trous à travers les fibres externes résistantes de ces nœuds inférieurs. Pour les nœuds apicaux ou supérieurs, de la partie la plus jeune de la plante, les fibres externes plus élastiques, sous le même effet de la vapeur, étirent les nœuds au sommet des plantes. L'assombrissement du nœud de la tige autour des cavités d'expulsion sont la résultante de la croissance d'un champignon opportuniste appelé l'Ostylago tritici, ou plus communément le charbon du blé. Il se forme sur l'exsudat libéré depuis l'intérieur de la tige de la plante. La quatrième caractéristique concerne les anomalies de développement des graines des plantes. Souvent, par rapport aux plantes témoins, c'est-à-dire celles qui se trouvent à côté du cercle de culture dans la même parcelle, les graines des plantes exposées à cette énergie micro-ondes deviennent, lors de leur développement futur, plus petites et rabougries comparées aux autres. De plus, leur germination est souvent réduite, voire compromise. Il y a réellement une altération dans la croissance des plantes, selon leur phase de croissance et les variétés de culture impliquées. En revanche, lorsque les cercles de culture se forment avec des plantes matures et avec des graines complètement formées, celles-ci exposées aux micro-ondes présentent un taux de croissance et de vigueur jusqu'à 5 fois supérieur aux plantes témoins. Et les semis issus de celles-ci peuvent tolérer un stress extrême, comme le manque d'eau ou de lumière, pendant des temps considérables, sans présenter de dommages apparents. Toutes ces aberrations végétales sont causées par l'exposition des plantes à un système d'énergie plasma atmosphérique complexe qui émet une intense chaleur avec les micro-ondes en association avec des impulsions électriques inhabituelles et des champs magnétiques puissants. La nature électromagnétique des énergies qui provoquent le changement de longueur des nœuds diminue du centre vers les bords de la formation. Cette loi en physique s'appelle le principe de Beer-Lemberg, qui décrit l'absorption de l'énergie électromagnétique par la matière. Certains changements constatés dans les cercles de culture ont réussi à être reproduits en laboratoire. En plaçant des plantes normales dans un four à micro-ondes pendant 20 à 30 secondes, ou en bombardant les graines
avec une avalanche organisée d'électrons et d'ions, formant ensuite des plasmas organisés. Enfin, en ce qui concerne les variétés qui sont habituellement à variabilité normale de croissance, l'exposition au micro-ondes leur font perdre leur variabilité, et alors toutes les graines en germination présentent une croissance synchronisée. Alors voilà, c'est terminé pour le reportage. Donc, vous voyez maintenant, si on vous dit, bah non, c'est des fakes, les crop circles, bah vous pouvez dire, vous pouvez vous lancer dans une discussion sur le phototropisme, le gravitropisme, les cavités d'expulsion ou les anomalies de développement des graines. Donc, bon courage à votre interlocuteur qui était parti pour vous convaincre que finalement, les cercles de culture, c'est du bidon. Alors, ben voilà, je vous invite, hein, les auditeurs, à réagir par rapport à cet extrait donc, de ce reportage. Dis donc, c'est quand même super sérieux ton reportage. Tu arrives presque à nous perdre tellement c'est scientifique finalement les phénomènes des crops. Bah oui, en fin de compte, c'est ça, c'est que si tu veux, bon moi je j'ai pas fait ça pour prouver quoi que ce soit, hein, c'est pas du tout ma démarche première. Ce que je veux, c'est un peu réinformer là où je trouve qu'il y a trop de désinformation et c'est pour ça que je me suis dit que au-delà de mes expériences personnelles, c'était important aussi de rétablir certaines vérités et de montrer que c'était beaucoup plus complexe que que ce qu'on pourrait imaginer en fin de compte quand on connaît pas trop le sujet. On croit que c'est juste comme ça, une figure, faite avec des planches et des ficelles. Il y a pas ça du tout et là encore, j'ai pas tout évoqué, mais le fait de parler des croppes fantômes, par exemple, qui, lorsque le cultivateur laboure sa terre et l'année d'après, même s'il a ressemé autre chose, des fois la figure de l'année dernière réapparaît en négatif. Ça montre bien aussi qu'il y a une empreinte magnétique résiduelle qui reste dans la terre, qui reste chargée. On a beau la retourner et ça fait que, ben, elle va influencer même sur la croissance, des plantes de l'année d'après, quoi, voilà. Il y a ça, il y a, bon là on l'a pas vu dans cet extrait, mais il y a un autre extrait où pareil j'ai fait cette expérience. Bon, j'avais pas beaucoup de moyens, j'ai fait avec une boussole et un téléphone. Par exemple la boussole qui perdait un peu le nord, dès qu'elle rentrait dans la formation et pareil mon téléphone, bon à l'époque c'était pas les mêmes téléphones, hein, c'était pas le même système, mais bon, c'était des GSM et pareil j'avais la porteuse parfaite avant de rentrer dans le crop circle. Une fois que je rentrais dans la figure, c'était terminé, j'avais tout perdu. Ou je perdais aussi pareil, l'usage des batteries, du caméscope ou voilà, il y a plein de choses comme ça, vraiment il y a une espèce d'interaction, cette force, électromagnétique qui s'exprime à travers ces figures et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a aussi les ondes de forme qui peuvent aussi influencer, qui font qu'au niveau énergétique, c'est assez puissant. Ah, mais bien sûr, libre à toi d'en parler. Alors, nos auditeurs, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous savez maintenant expliquer ce que c'est qu'un vrai crop par rapport à un faux cercle de culture? Est-ce que vous auriez des questions, des réactions donc par rapport à l'expérience extraordinaire de Laurine? Quelque part, je t'envie, hein, d'avoir eu cette expérience. Franchement, c'est ne serait-ce que pour sentir effectivement, sentir le lieu, arriver sur un crop peu de temps après sa formation, ça doit être quand même assez génial et malheureusement, je n'ai pas vécu cette expérience et je le regrette quelque part. Alors voilà, donc nos auditeurs, bah, pour l'instant, personne ne réagit. Bon, très bien, bah, tant pis pour vous. Mmh mh. Heu, n'hésitez pas en tout cas et alors, donc les crop circles, ce sont des créations finalement de galactiques. C'est bien ça dont on parle. Ce sont des galactiques, des êtres, alors je ne sais pas s'ils sont vraiment venus d'ailleurs, mais en tout cas, on est bien d'accord, ou d'autres dimensions. Mais quelle est ton hypothèse justement par rapport à qui seraient les créateurs de ces crop circles? Alors pour moi, ça n'a pas ce selon moi, ce sont les êtres multidimensionnels, ça c'est sûr, c'est une évidence. Parce que bon, à mon petit niveau, hein, avec les peu de moyens que j'avais, dans mes recherches, parce que la première année en 2004, c'était vraiment le voyage initiatique et quand j'y suis retourné après les autres années, bah, de retour en France, j'ai essayé après d'établir un petit protocole pour l'année d'après, pour m'organiser, améliorer peut-être là où j'avais peut-être pas assez exploité les choses et voilà, j'essayais toujours de faire les choses un petit peu, d'améliorer un peu ma démarche. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, ce sont des êtres multidimensionnels parce que ça m'a été prouvé par des choses que j'ai vécues, notamment
notamment quand je parle à un moment donné dans le documentaire du procédé supravision, où je vois bien qu'il y a des choses qui échappent à l'œil au domaine du visible. On voit que dans notre spectre électromagnétique, ça a ses propres limites, et que par contre, les caméras, les appareils photo, des fois, continuent à percevoir, là, nous, on ne voit rien. Et ces êtres-là, souvent, se manifestent en jouant sur cette espèce de frange, cette frange de la réalité, qui permet comme ça de naviguer un peu de manière furtive, voilà. Et c'est ce qui fait que très souvent, et moi je sais qu'en 2004 c'était très très fort, je me sentais souvent épié, pas négativement, hein, positivement. Et des fois je ne voyais rien, je ne percevais pas, il y avait que ma sensibilité, mon intuition qui, elle, voyait les choses. Et des fois c'était l'appareil photo qui lui aussi arrivait à enregistrer une activité alors que les yeux ne voyaient absolument rien. Ça échappait au domaine du visible. Mais pour moi, effectivement, ce sont des enseignements de galactique. Parce qu'on voit bien que dans la démarche des crop circles, il y a des messages qui passent. Alors déjà, il y a un truc que je voudrais signaler aussi par rapport au crop circle, c'est que déjà, je trouve ça incroyable l'idée qu'ils ont eue d'utiliser ce support écologique. Parce que ça, c'est extrêmement important et ça, faut vraiment le signaler. C'est que déjà, l'idée en soi de faire des crop circles, c'est incroyable parce que c'est utiliser la Terre, Gaïa, comme une ardoise magique, en se disant que voilà, chaque année, avec le cycle des saisons, la moisson, la culture humaine, terrestre, ils vont déposer un message qui sera toujours bien sûr respectueux par rapport à la nature et qui va après s'effacer, qui va faire son temps, le temps d'une saison ou deux. Et puis après, voilà, l'enseignement recommencera l'année prochaine. Et ça, c'est vraiment déjà incroyable, cette démarche écologique d'utiliser ce support-là. Je trouve ça déjà, moi c'est un truc qui me subjugue. C'est une idée formidable de faire ça. En tout cas, j'adore l'image de l'ardoise magique. C'est très beau. Et alors, je vais vous, c'était pas pour te piéger, mais je vous donnerai justement la vision de Cobra par rapport à qui est à l'origine justement de ces crop circles. Attention, suspense. Mais en attendant, je veux bien prendre la question donc de François ou l'intervention d'ailleurs, je ne sais pas, qui semble avoir levé la main. Donc vas-y, François, tu peux activer ton micro. Donc je suis François, je suis artisan de la C'était lumière. pour dire que j'étais fan de crop circle depuis très longtemps. J'ai essayé de les reproduire par mes propres moyens, avec un compas, de reproduire les dessins. Et donc, des fois, j'ai eu beaucoup de contacts, des messages, non, pas des extraterrestres, mais eu beaucoup de messages, quoi, voilà. Et beaucoup de Est-ce que tu peux sensations nous quand donner je un les ai exemple, reproduits. de message justement? Enfin, tu penses qu'il t'était adressé en particulier ou bien? Ben oui, parce que faisais des écritures automatiques et donc j'ai reçu un message. Donc, ce qui est en haut, ce qui est en bas, et fusionne par la volonté de Dieu. C'est ce que j'avais eu comme message à cette époque-là. J'ai créé des mandalas après avec ça, et puis j'y suis toujours, quoi. Voilà. Ok, superbe. Merci pour ton témoignage. Je sais pas, tu veux réagir, Laurine? Oui, bah, c'est très intéressant. C'est très intéressant, ça prouve bien que l'interaction peut prendre différentes formes. Et il est clair que même, par rapport aux agriculteurs, par rapport même à ceux qui font les faux crop circles, je pense que plus d'une fois, ils ont dû se faire surprendre par, des choses qui ont été imposées dans les champs, qui n'étaient pas prévues du tout au programme. Parce que, je rappelle une fois de plus qu'il y a une intelligence qui est vraiment présente. D'ailleurs, si on a l'occasion d'en parler des Ball of Light, parce qu'il faut aussi pas oublier qu'au-delà des sites mégalithiques, sur certains sites où j'ai fait mes investigations, c'est aussi il y a des bases, militaires qui sont pas très loin, des bases anglo-américaines et notamment, il y a beaucoup d'hélicoptères de combat du côté d'Alton Flyer, tout ça, qui font leurs entraînements et contrairement à ce que certains imaginent, où on parle souvent de complicité entre, les militaires et effectivement des galactiques ou des stellaires, bah, là, pas du tout. Plein de fois, d'ailleurs même d'autres chercheurs, anglais, comme Colin Andrew l'a filmé dans les années 90, où on voit carrément des hélicoptères qui se mettent à pourchasser, ces petites boules de lumière qui se baladent dans les champs tranquillement et ils n'arrivent pas à les saisir et en fin de compte, ces boules de lumière, ce sont celles qui restent jamais très, très loin des formations, que des fois les gens peuvent retrouver à côté d'eux. Moi, ça m'est arrivé, hein, d'en avoir une derrière moi qui m'a suivi, que j'ai retrouvée après, dans un cercle de culture et voilà, alors je ne sais pas si, ce sont,
une intelligence à part entière ou si c'est quelque chose qui est télécommandé, ça je ne sais pas, si c'est quelque chose qui est commandé à distance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et ça moi j'en suis persuadé, c'est qu'elles adoptent un comportement intelligent. Elles peuvent se montrer, ne pas se montrer, tout ça. Donc c'est vraiment extrêmement fascinant tout ça. Donc en fait, tu utilisais le terme anglais, donc bowl of light, hein, c'est ça, c'est boule de lumière, hein, ce dont tu nous parles? Oui, c'est ça, souvent, oui, c'est ça, on dit les bols, mais c'est ça, c'est ouais, c'est les balls of light, tout à fait. Donc c'est les espèces de petites boules de plasma. D'ailleurs, moi, quand j'en ai une qui s'était posée derrière moi, lorsque j'ai fait mes tests là, de supravision, j'avais vraiment été parcouru tout mon corps. J'avais des fourmis, un espèce d'engourdissement. C'est quelque chose d'étonnant, hein. Et voilà, et puis après, c'est parti. On sentait vraiment, c'était un peu comme de l'électricité statique, ça fait un peu ça. Sauf qu'on n'a pas les cheveux qui se dressent sur la tête, mais on sent vraiment cette énergie. Et voilà, c'est comme ça. Alors soit ça peut vous approcher, soit ça peut rester à distance, soit ça peut jouer aussi. Ça m'est arrivé par exemple, en 2005, j'avais commencé parce que moi j'étais pas mon esprit, c'était pas de forcément de revenir avec des images. Mais bon, je voulais essayer de comprendre, le comportement de ces boules de lumière. Donc j'avais fait un petit test, c'était assez rigolo. J'avais, été sur la Golden Ball Hill, là, sur la fameuse colline et j'avais mis un caméscope sur pied, qui filmait à droite et moi je faisais des photos à gauche et je m'étais rendu compte que des fois la ball of light, profitait que pendant que je tournais le dos pour se déplacer quoi, voilà donc c'est étonnant. C'est là que je parle vraiment d'intelligence. On voit vraiment que c'est quelque chose qui réagit à son environnement et qui peut jouer avec vous et qui peut aussi décider de se montrer ou de pas se montrer. Donc je tiens aussi à souligner le fait que la démarche, l'approche qu'on a par rapport au phénomène est extrêmement importante sur les résultats qu'on peut obtenir. C'est-à-dire que si on part là-bas pour absolument, capturer quelque chose, revenir avec des clichés fantastiques et tout ça, non, et ben, c'est un peu peine perdue parce que voilà, c'est ce phénomène décide, de se montrer ou pas se montrer. Par contre, si on y va vraiment avec un cœur pur, avec vraiment l'envie de créer une connexion, spirituelle, là, il y a beaucoup plus de chances que quelque chose se produise. Parce que moi, je reste persuadé que, ce phénomène est capable de lire en nous, et donc est capable donc de décider si, s'il se montre ou pas, quoi, voilà. Eux aussi, ils ont leur libre arbitre. Alors je vais vous donner la réponse, du petit suspense que j'ai lancé tout à l'heure. Que pense, le contacté pléiadien Cobra à propos justement de ces crop circles? Donc la question est la suivante, donc pourquoi qui lui est posée dans un vieil entretien: «Pourquoi les crop circles doivent-ils apparaître à l'ouest, en particulier à Avebury en Angleterre?» Donc je pense que c'est une des zones dans laquelle, tu étais. Donc il y a des pierres dressées, notamment à Avebury. Alors on n'est pas très loin, c'est pas tout à fait le même secteur que Stonehenge non plus, mais on n'en est pas très loin. Et donc la réponse qu'il nous donne, c'est: il y a un très, je dirais, fort vortex d'énergie dans cette partie de l'Angleterre qui permet la manifestation des vaisseaux pléiadiens qui créent ces crop circles. Il enchaîne, l'intervieweur sur une autre question. Oui, je n'ai jamais vu de crop circle, un vrai, à Taïwan ou en Chine. Et Cobra répond: ils se produisent, mais ils ne sont pas aussi fréquents qu'en Angleterre. Donc voilà, la vision de Cobra, c'est que ce sont, en fait, alors peut-être que les boules de lumière, je ne sais pas, hein, peut-être que ce sont juste des espèces de drones de lumière qui viennent participer à la création de ces, des drones de galactiques qui viennent participer à la création de ces crops, mais en tout cas, il prétend que c'est la manifestation de vaisseaux pléiadiens qui permettent de créer ces crop circles. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu sens une connexion particulière avec les pléiadiens, Laurine? Ben, là, comme ça, je peux pas dire parce qu'en fin de compte, l'identité des créateurs, moi, je sais que ce sont des stellaires. Après, par rapport à la définition, de leur point d'origine, c'est pas évident parce que moi, je n'ai jamais vraiment eu de contact rapproché, enfin, avec une communication. J'ai eu des contacts visuels avec des êtres, mais qui avaient des formes, qui étaient vraiment, très étranges. Ils échappaient un peu à un modèle, de la vision, humanoïde qu'on a. Moi, des fois, ils ressemblaient plutôt à des petits animaux qu'à des êtres, voilà. Il y avait des choses comme ça. Après, la signature, oui, elle est tout à fait possible qu'elle soit pléiadienne. Il y a eu des témoignages même de policiers qui ont vu aussi des êtres assez grands, heu,
comment passer comme ça dans les champs en pleine nuit et qui était anormalement grand et qui faisait des bonds comme ça à travers les champs. Et le policier, il était loin d'être un huluberlu, quoi, voilà. Donc je pense qu'il y a même plusieurs espèces, plusieurs stellaires, plusieurs styles de stellaires qui viennent sur place. Après, voilà, ce qui est certain, c'est que oui, le coup d'Avebury, ça je partage aussi. C'est vrai que Avebury, par rapport à Silbury où je me trouvais, c'est à peine 1 kilomètre, hein. Moi, je l'ai fait à pied, c'est tout à côté. Il y a une petite rivière qui passe à côté, il y a les pierres dressées à Avebury Avenue, ouais, donc oui, oui, c'est tout à fait possible et je reviens aussi justement sur la connexion avec le site de Sidonia. Il faut savoir que le crop circle qui m'a attiré en premier vers ce phénomène, c'est en fin de compte un crop circle qui est apparu à Barbary Castle le 17 juillet 91 et il y en avait aussi un autre qui est apparu à Silbury le 27 juillet 91 et pareil, il montrait cette connexion entre Sidonia, Avebury, Glastonbury, Stonehenge et ce qui était étonnant, c'est que le crop circle qui apparaissait donnait en fin de compte des indications sur le moyen de comprendre cette échelle. Donc il y avait un angle particulier, je crois que c'était 19,47 un truc comme ça. En fin de compte, c'était comme si on nous donnait la notice pour décrypter le message, quoi, voilà. Et d'après les chercheurs qui ont travaillé sur ce fait précis, donc c'était, je crois, Richard Hoagland et David Percy en 96 qui ont révélé un peu la chose. Ils avaient l'air de dire que sur le site de Sidonia, donc sur Mars, il y avait la reproduction exacte d'Avebury, de Silbury, le tumulus de Silbury, dans cette échelle-là, quoi, voilà. Et que la connexion entre Mars et la Terre était faite par ça, quoi. C'était un peu comme si que Avebury et Silbury étaient la maquette terrestre d'un site qui était déjà existant, bien plus ancien, qui était présent sur Mars, quoi. Donc ça, c'est très intéressant. Si on pense à ça et qu'en plus on rapporte ça à la corrélation d'Orion, qui était une théorie qui avait été mise au public, qui avait été révélée au public par Robert Bauval, qui était un ingénieur civil, pareil, bon ben, qui avait un rapport avec les pyramides d'Égypte et tout ça, et toutes les civilisations, tous les grands temples à travers le monde. Oui, on voit bien qu'il y a quelque chose, on voit bien qu'il y a un enseignement qui perdure. Alors, il est peut-être pléiadien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est galactique et qu'il est stellaire, ça c'est sûr. Ça, c'est la signature. Il est certainement pas terrestre, ça certainement pas. Et déjà, rien que ça, en soi, c'est déjà magique, quoi. C'est-à-dire que ces endroits-là sont vraiment, c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure d'ambassade, effectivement, qu'on est allongé dans un crop circle, déjà qu'on rentre dedans, il y a un espèce d'effet waouh, un effet cathédrale, on est subjugué, on se retrouve un peu l'esprit vagabond entre deux mondes. Alors, sachant qu'en plus, derrière, dans les vrais, il y a les auteurs, là, on se sent carrément comme si qu'on partait ailleurs, quoi, comme si c'était une invitation au voyage, à un voyage galactique, quoi, voilà. C'est extrêmement impressionnant, vraiment, et c'est tellement subtil. C'est ça qui force l'admiration et qui crée cette passion dévorante, quoi, parce que c'est tellement, si vous voulez, je peux dire que ces créateurs, ils ont l'art et la manière de nous enseigner à distance, sans perturber, sans trop nous perturber, mais en mettant toujours la barre un peu plus haute pour toujours tirer notre conscience vers le haut, voilà. Un peu comme nous, quand on fait la méditation, on essaie toujours d'ouvrir notre conscience, de l'expansion de conscience. Et ben, on est vraiment dans ce processus, toujours nous tirer vers le haut. Et c'est ça qui est magique, c'est ça qui est vraiment beau, c'est que ça se fait en douceur, c'est à la portée de tout le monde, il n'y a pas besoin forcément d'avoir des connaissances. Ce dont je parle ce soir, il n'y a pas besoin de tout ça pour être empreint de magie, voilà. Ce qui compte, c'est son cœur, voilà. C'est l'approche qu'on a du phénomène, la sincérité, et puis voilà, pour moi, ce qui est le plus important, c'est toujours vouloir se rapprocher de la source. C'est vraiment ça qui est le plus important. Le reste, après, c'est autre chose, c'est pas plus important. Alors, tu sais, nous, dans la communauté, on va dire, qui suivent un petit peu le Contacté Cobra, on a une vision un petit peu manichéenne de la chose. On dit qu'il y a des galactiques bienveillants et puis il y en a qui sont malveillants et que notamment, ils nous ont mis justement en quarantaine sur cette planète, les malveillants. Est-ce que tu penses que des crop circles pourraient être le fruit du travail justement de galactiques malveillants?
Alors non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est vrai que déjà rien que l'idée, tu vois, de partir en immersion toute seule dans les champs 24 heures sur 24, c'est vrai que c'est pas très rassurant pour quelqu'un qui aura un peu comme ça, qui sait pas trop vers quoi il va. Moi, au contraire, il m'est jamais rien arrivé aucune mauvaise expérience, toujours que des choses merveilleuses. Et c'est vrai que j'ai jamais entendu parler de personnes qui se sont fait d'abduction ou quoi que ce soit. Non, non, non. Moi, il m'est arrivé des choses, mais certainement pas dans la crop circle, c'était plutôt dans d'autres circonstances, à distance. Mais non, non, là, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment des enseignants, vraiment des enseignants. Ils sont pas là pour nous faire du mal, pas du tout. Ils sont au contraire là pour nous éveiller et mettre l'accent justement sur la divulgation progressive et faire que ils sont, ils essaient de toujours nous rapprocher et justement ne pas induire de fausses lumières dans les consciences qui sont en quête de vérité, mais au contraire, permettre aux gens d'élever leur conscience, de les ouvrir davantage et d'y trouver, matière à réflexion, tout simplement. Retrouver sa place, parce que c'est pareil, il y a plein de choses qui sont évoquées par les crop circles. La cosmologie qu'on retrouve dans la thématique, ce sont des choses aussi qui permettent de retrouver sa place dans l'univers. Voilà, puis de savoir qu'on est tous unis, qu'on est tous reliés, c'est l'unité qui domine, voilà, et qu'on n'est pas seul, qu'on est guidé. C'est ça qui est très important. Et puis aussi, l'expression des crop circles, c'est aussi un moyen de nous rappeler le message qu'il faut qu'on respecte la planète Terre, quoi, Gaïa, qu'on respecte la vie. Eux, c'est ce qu'ils font aussi à travers leur démarche. Ils n'abîment rien, ils ne font rien de. Il n'y a rien de préjudiciable, absolument pas. Et, euh, et voilà, c'est ça, on partage le même univers. Et, euh, et on doit aller pareil à travers ces figures qui sont du domaine du sacré. C'est pareil, il y a les lois universelles, cosmiques, il y a l'harmonie, il y a l'équilibre, il y a la sérénité, il y a toutes ces forces-là. Ça sert à ça en fin de compte. Et c'est vraiment un enseignement. Pour moi, c'est vraiment un enseignement cosmique qui est véhiculé à travers les vrais crop circles. Oui, et peut-être aussi un début d'initiation. Alors, bon, en tout cas, s'il n'y a pas de galactiques positifs qui sont négatifs, pardon, qui sont à l'origine de ces crops, il y a bien des humains avec des intentions malignes et négatives qui, eux, essayent de faire des faux crop circles, comme on l'a déjà dit. Bref. Alors, est-ce que nos auditeurs, là, on est 73 personnes actuellement là sur le salon vocal. Est-ce que parmi donc nos auditeurs, y aurait-il quelqu'un? Ah, je vois que Gérard a activé son micro. Vas-y, Oui, Gérard, vous souhaitez oui, parler? oui, oui. On sait que les sites sacrés qu'il y a sur notre planète sont en relation en créant une trame énergétique. Peut-on considérer, disons, peut-on considérer que en fait, ces cercles de culture sont en relation avec des planètes différentes, avec des galaxies différentes, avec disons, la même origine? Peut-être y a-t-il des cercles de culture sur des planètes différentes pour créer une trame, une trame céleste en relation avec la Terre. Voilà, alors je ne sais pas, ça m'est venu à l'esprit, alors je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Moi, ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que il est clair que là où j'ai étudié en Angleterre, il y a certainement des portes multidimensionnelles qu'on peut ouvrir, fermer. Voilà, c'est clair que cette activité qui est très présente sur ces lieux-là, c'est pas innocent. Bien sûr qu'il y a certainement des choses qui favorisent. Il faut savoir, par exemple, que Silbury Hill, qui est un tumulus qui est présent donc là où j'étais, qui est pas loin d'Avebury, c'est une espèce de pyramide cachée, en fin de compte, qui est en dessous, hein. Et elle est capable elle-même de créer beaucoup d'énergie. Comme toutes les autres pyramides, c'est un peu comme des métamachines. D'ailleurs, il y a une petite rivière qui passe à côté, qui peut aussi alimenter cette espèce de génératrice. Moi, j'ai vu, pareil, je suis monté au sommet de cette colline, enfin de cette pyramide. Et effectivement, alors que mon matériel marchait parfaitement bien, bah, les seules fois où je suis monté heu, sur ce tumulus, tout est tombé en panne. Voilà, parce qu'il y avait l'énergie qui était là. Donc je pense que tout ça, ce sont des endroits qui permettent, comme des portails. D'ailleurs, j'ai filmé, on le verra dans la prochaine partie que je suis en train de réaliser là, du documentaire.
Bon, après, ce sont des petits films qui durent quelques instants parce que ce sont des images que j'ai réussi à filmer, mais pareil, moi, je n'allais pas là-bas pour spécialement ramener ce genre d'images. Donc, c'est pas des images haute définition, c'est pas des images où il y a un plan fixe qui reste comme ça, où je filme pendant 10 minutes. Ce sont des images qui durent quelques instants, c'est très furtif comme le phénomène. Et on voit bien une espèce de boule chromée qui apparaît au sommet de Silbury Hill et qui disparaît aussi vite. Et souvent, d'ailleurs, les objets qui apparaissent, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai repéré. Ce sont souvent des objets qui se divisent, qui se matérialisent, et qui sont des fois plusieurs, qui après deviennent qu'un seul objet, et après se redivisent à nouveau et disparaissent comme ça. Voilà, donc il y a matérialisation, dématérialisation, et les boules de lumière font pareil aussi. Des fois, une boule peut devenir deux, et inversement. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de multidimensionnel. Les êtres, c'est pareil. Les êtres que j'ai pu voir proches soit dans les figures ou pas loin des figures, c'est pareil. Ils semblaient toujours un peu entre deux réalités. Donc je pense vraiment, c'est ça, que c'est une zone qui permet ce genre de manifestation. D'ailleurs, il y a eu certains chercheurs qui ont trouvé une causalité entre des fois la manifestation du phénomène OVNI et des phénomènes paranormaux qui sont à côté. Donc ça prouve bien qu'il y a soit au niveau énergétique quelque chose qui se manifeste, mais c'est certainement, oui, moi je crois que vous avez raison quand vous parlez d'un espèce de maillage énergétique qui ceinture la Terre et qui et sur certaines lignes des lignes de force qui se retrouvent, et certainement que ça doit soit servir de balise, soit ça permet d'alimenter ces métamachines qui favorisent le passage d'une dimension à l'autre. Certainement un peu comme les trous de verre, quoi, tout simplement. D'accord. Alors, j'ai posté sur Victoria j'ai- Luminis, Silbury Hill, hein, j'espère que j'ai bien entendu. Donc, ce tumulus de 40 mètres de haut situé près d'Avebury, hein. C'est bien ça dont tu nous parles, hein, cette pyramide. Tout à fait, exactement. Très bien, voilà. Bon, juste pour m'assurer. Oui, vas-y Gérard, continue. Oui, oui, j'avais une autre question. Quel est disons, le plus ancien cercle de culture connu? Est-ce que sur les siècles passés, il y a eu des témoignages? Est-ce qu'il y a eu des dessins, des croquis qui ont été édités, etc., d'après vous? Alors, en fin de compte, au niveau des chroniques, en fin de compte, des cercles de culture, c'est des gravures qu'il y a eu dans des illustrations où on voit un diable faucheur. En fin de compte, alors je pourrais pas te dire exactement de quelle année ça date, mais c'est assez vieux. Mais par contre, c'était vu d'un très mauvais œil parce que c'était un peu comme la sorcellerie. C'était quelque chose qui faisait peur plutôt, là, je pense, aux populations. Et c'était vu comme quelque chose qui avait un lien, là, cette fois-ci, plutôt avec la sorcellerie, avec quelque chose de maléfique. On ne voyait pas du tout cette dimension spirituelle. Ça se fait quelle période, d'après toi? Je ne sais pas, là, je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je préfère ne rien dire que raconter des bêtises. Mais c'était assez vieux. Et d'ailleurs, je pense d'ailleurs que les gens ne devaient pas trop en parler à l'époque parce que ça faisait peur. Mais on appelait ça, en fin de compte, le diable faucheur. À l'époque, ça s'appelait comme ça, le diable faucheur. On faisait allusion à ça. Voilà, c'était des manifestations. Et c'était encore à l'époque, il n'y avait pas cette élaboration, cette sophistication comme maintenant. C'était uniquement des cercles simples. Et on était très très loin des figures actuelles. Il faut vraiment savoir, ça j'insiste dessus, que tout s'est complexifié dans les années 90. Avant, c'était des cercles assez simples, reliés les uns aux autres, mais c'était pas du tout complexe comme maintenant. Il n'y avait pas cette dominante comme ça, cette thématique, on va dire, cosmique, tout ça, quoi. Il n'y avait pas tout ça, quoi. C'était beaucoup plus simple. En fait, on peut considérer que ça peut être un enseignement, alors. C'est un enseignement de la population parce que c'est le moment opportun pour la planète, pour la galaxie, que la Terre soit donc en relation vibratoire assez élevée. Donc c'est un changement de conscience. Donc peut-être que c'est une élévation de notre conscience, disons qu'on puisse comprendre un petit peu ce qui se passe et qu'on est vraiment, en fait, on n'est pas seul par rapport à l'univers évidemment, mais en fait, c'est pour bousculer nos croyances figées. Tout à fait. Hein. Tu as tout à fait raison, parce que d'ailleurs, tout à l'heure, je voulais l'évoquer justement, le principe un peu du mandala,
On voit très bien que ces figures, au-delà de l'intérêt scientifique des fois qu'elles peuvent avoir par rapport même à la thématique qu'elles véhiculent, que ce soit par rapport aux anciennes civilisations, par rapport à toutes ces thématiques. Il y a aussi le fait que les ondes de forme qu'elles peuvent créer par leur propre énergie qu'elles produisent, elles sont capables justement d'influencer la conscience humaine. Donc si elles sont capables de faire ça, de nous élever, même si on n'a pas l'explication sur tout le pourquoi du comment, en tous les cas, les effets sont visibles, y compris sur nous, sur le terrestre qui va se rendre sur place ou qui va ne serait-ce qu'admirer l'image, qui va regarder ça même à distance, même sur Internet, qui va regarder toutes les figures qui apparaissent. Ça agit sur notre conscience, ne serait-ce qu'au niveau visuel, ça fait quelque chose, c'est comme l'effet de la mandala, ça invite à la méditation, ça invite au questionnement, c'est quelque chose, voilà, ça invite au questionnement, ça c'est sûr. Après, tout le monde y trouve aussi en fonction de ses propres centres d'intérêt. C'est ça qui est important, c'est qu'un physicien va s'intéresser à tout ce qui est physique là-dedans, un astronome, il va essayer de s'intéresser sur tout ce qui peut se rapprocher de sa spécialité. En fin de compte, tout le monde va y trouver son compte. Ce qui est important surtout, c'est ça, c'est que ça crée une résonance dans l'humanité, une résonance. Et vraiment, là où c'est réussi, c'est quand nous-mêmes, on arrive à se mettre en résonance avec ça, on arrive à vibrer de la même manière. Et là, dans ces moments-là, c'est là où la magie intervient. On se sent unis entre terre et ciel avec tout ça. Et là, on n'est plus sur terre, on n'est plus dans le ciel, on est entre deux mondes. Quand je parlais d'ambassade, c'est vraiment ça. On se sent entre deux mondes et c'est assez incroyable. Moi, je sais, j'ai beaucoup travaillé sur les états de conscience modifiés. Quand j'étais là-bas en Angleterre, j'ai ressenti des choses incroyables, quoi. C'est vraiment, on se sent ailleurs, on se sent en dehors du temps, vraiment en dehors du temps. C'est pas un missing time, hein, mais on se sent vraiment en dehors du temps. Et on se sent connecté à tout, on se sent vraiment, on profite de chaque instant. C'est un peu comme si on était dans une réalité augmentée, voilà, tout à fait. Et c'est surtout qu'on se sent connecté. C'est ce que je disais tout à l'heure, le sentiment d'unité, le sentiment d'union, il est très très fort. On se sent connecté à tout. Et ça passe aussi parce qu'on est dans un cadre naturel, on est en pleine nature, dans la campagne anglaise, et puis on est dans les éléments. Quand je parlais du nudisme, c'est ça, il y a aussi ce côté être avec tous les éléments de la nature. Et on est reconnecté, on est dans l'ancrage, mais on est aussi on se laisse porter par tout ça. Et c'est ce qui donne aussi toute la magie. Et c'est vraiment, moi je dis vraiment aux gens, j'invite les gens à y aller et de faire vraiment les expériences directes parce que c'est vraiment, c'est incomparable, vraiment incomparable. Alors justement, si on veut y aller, quand est-ce que commence la saison des crops? Alors j'imagine qu'il y a eu une moisson 2022 et j'espère qu'il y aura une moisson 2023. Donc pour ceux qui souhaiteraient y aller, alors malheureusement maintenant ça fait plus partie de la communauté européenne, l'Angleterre, mais pour ceux qui veulent y aller, quand est-ce qu'ils doivent réserver leur voyage? Alors, il faut mieux réserver à l'avance parce que moi, je sais que quand je suis parti, j'avais pris le ferry. Donc, j'étais parti de Dieppe et j'étais arrivé à New Haven. Et après, j'ai fait tout. Là-bas, il faut savoir que les autoroutes sont gratuites. Donc, j'avais pris les autoroutes. Je suis passé d'abord par Stonehenge parce que je voulais absolument passer là-bas, passer une nuit à Stonehenge, voir une nuit étoilée. C'était la plus belle nuit de ma vie. C'était à Stonehenge. C'était vraiment magique. Et j'étais seul, hein, c'était en pleine nuit. Et après, découvrir le site sur le matin, quand la brume s'est levée. Alors, le mieux, c'était de réserver, oui, longtemps à l'avance pour que les billets soient moins chers. Et bon, moi, j'avais préféré y aller avec ma voiture personnelle. Donc, j'ai pris le bateau. Alors après, il faut savoir que les premières formations commencent souvent à partir du mois d'avril. Mais le pic vraiment où il y a le plus de formations, c'est juillet-août, hein, c'est là où il y en a le plus. Ça commence un peu avant. Bon, après, pareil, là, ce qu'on ne peut pas savoir, là où il y a un grand point d'interrogation, c'est sur la concentration de vrai. Parce que voilà, tant qu'on n'est pas dans le crop circle, on ne peut pas savoir si on a affaire à un vrai ou un faux. Ça, pour faire la distinction, il faut être dedans. Pour justement voir tous les signes, toutes les caractéristiques, voir si elles correspondent à un vrai ou un faux. Ça, malheureusement, il n'y a que sur place qu'on peut le savoir. Mais sinon, oui, la saison, elle commence à partir du mois d'avril. Ça commence à partir du mois d'avril. Mais bon, les gens qui veulent vraiment aller là-bas, c'est entre juillet et août. C'est là où on profite le plus. Tu sais, dans notre tribu, on va dire, on parle assez régulièrement d'un grand événement, un grand point de bascule qui va permettre enfin de nous débarrasser de toute cette cabale là, qui nous oppresse et qui nous pousse à la guerre un petit peu partout dans le monde.
On appelle ça donc l'événement ou the event en anglais avec un E majuscule. Ben Mhm. moi, je me dis là, maintenant, là, en y pensant, je me dis que si j'étais galactique positif, pléiadien ou peu importe de quelle civilisation, j'enverrais bien un petit message pour peut-être prévenir les consciences les plus avancées sur la proximité de l'événement. Donc, je vous invite à être attentif au crop circle qui pourrait nous tomber là à partir du mois d'avril, voir s'il pourrait y avoir des signes avant-coureurs de l'annonce de l'événement. Voilà, je lance ma petite bouteille à la mer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir ou poser des questions? Voilà, en tout cas, merci ouais, Gérard pour beaucoup pour ton intervention. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait encore donc profiter? Allez-y, profitez-en encore pour quelques minutes de la présence, de l'expérience exceptionnelle de Laurine. Voilà. Et si vous ne posez pas vos questions, ben comment dire, j'ai des questions. J'ai toujours des petites choses un petit peu sous le coude. Euh, euh, Alors, notamment, allez, je vais vous ressortir. Ah, bah voilà, Ghislaine. Allez, Ghislaine a levé la main, c'est parti. Allons-y pour Ghislaine. Vas-y, tu peux activer ton micro. Ghislaine, nous t'écoutons. Ghislaine, tu es avec nous? Non. Bon, alors je vais faire ma petite citation, encore une fois, en attendant qu'elle résolve son problème, peut-être. Donc, une question pareille qui a été posée dans une vieille interview de Cobra. Donc, c'est Rob qui pose la question. J'ai un autre type de question ici, dit-il. Quelqu'un a signalé que les agroglyphes, bien sûr, ils ont des champs électromagnétiques différents et il y a beaucoup de choses sur les agroglyphes. Je n'ai jamais entendu parler de cela auparavant. Je suppose que cette personne a dit et je suis un peu curieux, donc je demande. Certaines personnes, donc, j'ai entendu dire que des gens devenaient énergisés, tu en as parlé, dans les crop circles. Certaines personnes peuvent devenir un peu malades. Pouvez-vous commenter cela? Et alors la réponse de Cobra à ce moment-là, c'est la suivante, parce que tu vas me dire, mais malade, mais n'importe quoi. La réponse de Cobra, c'est la suivante. Parfois, ces fortes énergies, les crop circles, peuvent avoir un effet détoxémiant, désintoxicant, dites-le comme vous voulez. Les toxines peuvent quitter les émotions, le corps physique, l'esprit. Et voilà, donc intéressant, un effet détoxifiant des crop circles. Donc allez-y, allez faire votre cure de désintoxication pour la saison 2023 des crop circles. Pourquoi pas? Je sais pas, une réaction par rapport à ça, Laurine? Oui, bah, je pense que c'est tout à fait juste, hein. C'est l'énergie qui se dégage des crop circles, notamment quand on est dans le temps, quand il vient d'être formé, parce qu'effectivement, ce rayonnement énergétique a tendance après à s'abaisser au fil des jours, forcément. Il ne peut pas rester culminant comme ça tout le temps. Et c'est vrai que les gens viennent s'allonger, chacun avec ses propres espérances. Il y a des fois des gens qui sont même malades qui viennent avec l'espoir de se soigner. Donc voilà, il y a vraiment quand même des gens qui sont très bien au courant sur les propriétés énergétiques. Et, euh, et donc moi, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Cobra. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Et ces énergies, oui, faut aussi savoir que, pour la petite anecdote, quand ils viennent d'être créés, bon, bien sûr, ça peut jouer. J'ai parlé des boussoles, j'ai parlé des téléphones, mais il faut savoir aussi qu'il y a des fois des animaux qui les évitent. Par exemple, il y a des oiseaux qui ne volent pas à côté des crop circles, qui les contournent parce que ça doit certainement les perturber. Alors, c'est pas que c'est négatif, hein, c'est certainement que c'est tellement puissant que bah, eux, pour eux, ça doit éveiller certainement leur curiosité, enfin ils doivent se dire: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Et voilà, ça, c'est très intéressant. Mais il y a beaucoup d'énergie et oui, pourquoi pas? Pourquoi ça serait pas utilisé même pour, ouais, pour guérir carrément, certaines personnes? Toi, tu parles de détoxifier, enfin, là, on parle de détoxifier, pourquoi pas? Oui, c'est tout à fait plausible. En tous les cas, je sais que moi, au niveau, santé, quand j'étais, dans les crop circles, je me sentais extrêmement bien, une sérénité, pas possible. Beaucoup moins de fatigue aussi, très peu fatigué, on dort beaucoup moins. On est vraiment, je pense qu'on si on arrive à capter cette énergie, on s'en imprègne et c'est quelque chose qui peut peut-être nous nourrir quelque part. Très bien. Par rapport aux oiseaux, je réagis peut-être. En fait,
les oiseaux, dit-on, ont des particules de magnétite, justement, qui leur permettent de s'orienter par rapport au champ magnétique terrestre. Tu parlais de phénomènes électromagnétiques, d'énergie plasma, atmosphérique. Peut-être que, justement, ça peut éventuellement perturber leur système de navigation. Moi, c'est ce que j'aurais envie de dire. Mais tu as tout à fait raison, je pense que c'est complètement ça. C'est quelque chose qui doit venir les perturber parce que oui, ça doit se mettre en résonance avec leur magnétisme qu'ils ont eux déjà naturellement pour leur orientation. Donc ça doit les perturber fortement, même si c'est quelque chose qui n'est pas induit volontairement. Voilà. Je vois que Ghislaine a réussi à activer son micro. Vas-y Ghislaine, nous t'écoutons. Oui, j'ai fait une fausse manip tout à l'heure. Oui, je confirme ce que je viens d'entendre par Lorraine et par toi, Hervé. C'est-à-dire que j'ai rencontré, moi, lors d'une conférence à Nantes, Umberto Molinaro, il y a déjà quelques années, il y a bien plus de 10 ans, qui en parlait très bien puisqu'il a écrit. Et dernièrement, je viens de voir d'ailleurs une vidéo sur Google, une dernière vidéo avec un très très beau encore crop circle là qu'il commente. Et ce qui est bien, c'est qu'il explique aussi la symbolique. Il raconte le message. Il en dit plus sur les messages. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Alors ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, Umberto Molinaro, il fait un décodage. Alors, en fait, il est scientifique de formation et donc il admet lui-même. Oui. J'ai discuté avec lui personnellement aussi de ça, que bah, du coup, il a une approche aussi, une vision. Alors, bien sûr, il s'intéresse à la spiritualité, il écoute les synchronicités, mais il a quand même une approche assez numérique, géométrique pour interpréter les crop circles. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et je vous recommande oui, moi livre. j'avais beaucoup aimé ses interprétations et je continue à le suivre. Alors c'est pourquoi ce soir je voulais être présente et j'ai trouvé vos interventions très très intéressantes aussi, notamment par rapport aux guérisons là. C'est la plupart et je connais des gens qui sont allés à Stonehenge et ailleurs, qui les ont vus, qui sont allés dans les crop circles et qui en sont revenus, qui ont envie de retourner. Hein. C'est un peu comme Lourdes finalement. On y va un petit peu comme on y va à Lourdes. Oui. Alors oui, donc je disais, bah justement, par rapport à l'interprétation, donc voilà, donc bah, je vous conseille les livres effectivement d'Umberto Molinaro ou ses vidéos, mais dans les livres, il y a énormément d'informations, c'est très intéressant. Moi, je me suis mis en partage d'écran là. Vous avez vu apparaître un crop circle sur l'écran, qui est donc un extrait. Donc c'est un article de Révolution vibratoire où on parlait de la marche à suivre pour le plantage de pierre Sintamani. Alors, on n'a pas parlé de ça avec Laurine, je pense qu'elle ne connaît pas. Mais est-ce que tu connais ce crop circle, Laurine? Est-ce qu'il te parle? Est-ce que tu l'as déjà vu? Non, celui-ci, je ne l'avais jamais vu. Non, honnêtement, non, je ne l'avais jamais vu. Bah, c'est normal, c'est le mien. C'est le mien. Justement, c'est l'anecdote que je voulais vous raconter dans Je plaisante. Il n'est pas à moi plus qu'à quelqu'un d'autre, bien évidemment. Mais par rapport justement aux synchronicités et aux messages qui nous sont adressés. Donc, justement, je vous raconte ma anecdote. Je suis allé donc en 2017. Donc, je crois que ça devait être au mois de mai 2017. Enfin bon, c'était peu de temps avant l'apparition de ce crop circle. Donc, il faudrait vérifier les dates exactement. Dans la ville de Barcelone, avec une mission particulière. Donc, nous, on est un petit peu perché, mais un peu comme toi, Laurine. Hein, on fait des choses un peu différentes, mais on est quand même très perché aussi. Et notamment, on enterre des pierres magiques qui s'appellent des pierres de Sintamani. Et pour pouvoir justement créer des ancrages d'énergie positive et des vortex d'énergie. Et donc, on a créé ce qu'on appelle une fleur de vie. Donc, une fleur de vie, un petit peu comme ce que vous voyez à l'écran. Hein, ça ressemble un petit peu à une fleur, vous le voyez, dans la ville de Barcelone. Donc, on a enterré en tout et pour tout 7 pierres. Donc, un hexagone centré. Donc, on a 7 sommets dans un hexagone. Et en plus de ça, 6 sommets dans un hexagone. Et en plus de ça, donc, on a un centre. Donc, c'est un hexagone centré. Donc, on a enterré 7 pierres. Et en même temps, quand on enterrait ces pierres, on se disait, oh, ça aurait été quand même sympa d'avoir un petit message des galactiques pour nous remercier de notre mission de lumière, d'avoir enterré ces pierres pour redynamiser la ville de Barcelone. Ce serait quand même sympa. Et puis en même temps qu'on se disait ça, on se disait, ouais, mais il paraît que ça crée un vortex d'énergie d'enterrer des pierres de Sintamani en hexagone centré, donc en fleur de vie. Mais il y a un vortex montant et en même temps un vortex descendant, mais j'ai du mal à voir. Je ne comprends pas très bien ce que c'est que cette histoire
de vortex montant et de vortex descendant. On s'est posé toutes ces questions, on a regardé le ciel avec beaucoup d'attention au-dessus de la Sagrada Familia et on s'est dit, bon, zut, cette fois-ci, il n'y a pas d'apparition d'OVNI, rien pour venir nous remercier de notre travail. Et c'est après, quelques jours après être rentré justement de Barcelone, qu'on a vu apparaître ce crop. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, un crop qui représente exactement le travail que nous venions d'effectuer sur Barcelone, donc le plantage de Pierre Sintamani en forme de fleur de vie, sur lequel est imprimé alors il faut le voir, hein, mais en réalité, c'est un double vortex. Vous avez imprimé un vortex montant et un vortex descendant, donc qui s'inscrit à partir donc de la pierre centrale et les pierres périphériques. Et là, j'étais tellement heureux de voir ce crop circle, de voir la réponse aux questions que je m'étais posées. Donc, merci les Pléiadiens, ils nous avaient envoyé la réponse qu'on se posait. Et j'en ai appelé Umberto Molinaro justement pour justement en discuter avec lui. Et c'est là qu'il m'a parlé de ça, de ces messages, de ces synchronicités, de la façon dont finalement les crop circles pouvaient communiquer avec nous lorsqu'on avait une intention particulière, des questions particulières. Et voilà, je lui ai raconté cette anecdote. Je ne sais pas s'il l'a reprise par ailleurs, mais en tout cas, c'est lui qui m'a donné cette interprétation justement du double vortex imbriqué qui était matérialisé à travers ce dessin. Donc voilà, c'est l'anecdote que je voulais vous raconter. Moi, je la trouve plutôt sympatoche. Et c'est mon expérience avec les crop circles. Malheureusement, j'en ai pas beaucoup plus d'expérience, mais en tout cas, celle-là, elle est bien présente. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux réagir, Laurine. Oui, bah, c'est la démonstration que justement la connexion s'est faite et que voilà, à un moment donné, les connexions subtiles peuvent se matérialiser à travers les crop circles. En fin de compte, les crop circles, c'est ni plus ni moins la face la plus visible de tout ce qui est subtil autour de nous. Voilà, c'est une facette, c'est la facette la plus visible des choses, la matérialité, la matérialisation, en fin de compte, de tout ça. Et là, tu as la réponse que tu as eue, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ces enseignants cosmiques ont voulu bah, te faire comprendre qu'ils avaient bien eu ton message et voilà, tu as eu ta réponse. Et ça, c'est génial, ça prouve vraiment que l'interactivité est possible. Et Ah ouais, mais c'est ça qui est pareil, formidable. Et oui, Umberto Molinaro, il en parle souvent justement dans ses missions. Il a fait plusieurs missions avec des groupes et notamment par rapport au nombre de personnes qui sont présentes dans le groupe. À un moment, je crois qu'il donne l'exemple d'un groupe de 19 personnes qui se pose la question d'un oiseau. Est-ce qu'il y avait déjà un oiseau qui avait été représenté dans un crop circle? Et puis, peu de temps après, ben, il voit apparaître donc une espèce d'hirondelle faite je crois, de 19 cercles qui vient finalement être aussi un élément de réponse par rapport aux questionnements qu'ils ont. Donc, c'est vraiment, c'est comme tu dis, c'est un langage, mais c'est aussi un moyen de communication avec les galactiques. Donc, c'est assez extraordinaire. oui, et puis c'est surtout aussi un moyen de contact tout en douceur. C'est-à-dire que là, on choque personne. On garde, même si on parle par rapport à la Fédération Galactique, le fait de ne pas vouloir trop s'immiscer dans les affaires terrestres, de vouloir toujours garder cette distance, on a l'impression toujours qu'on est en train de jouer un petit peu au chat et à la souris. Et ben, en fin de compte, le support des crop circles, c'est un support indirect qui permet cette communication, cette interactivité entre eux et nous. Et sans trop se montrer, ils peuvent interagir, nous faire passer des messages, répondre et puis surtout montrer aussi par leurs réponses qu'il y a bien une connexion qui est établie entre eux et nous et qu'une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, on n'est jamais seul. Ils sont là et c'est pas parce qu'on ne voit pas tout que ça n'existe pas. Moi, j'ai appris ça, avec le spectre et le traumatique terrestre, c'est-à-dire que, voilà, c'est pas parce qu'on ne voit pas, que ça n'existe pas. Il faut aussi savoir que nos sens sont très limités, sont très réducteurs par rapport à la possibilité qu'il y a dans la nature. Donc voilà, il faut admettre ça et c'est vrai que les cercles de culture, ben, effectivement, représentent, toutes ces possibilités, d'interaction avec, l'univers et les réponses à nos questionnements. C'est ça qui est magique. Et alors, merci à Jean-Michel, donc, qui date mon crop, là, mon double vortex imbriqué, donc, qui date du 30 mai 2017, hein, donc Wiltshire. Voilà. Bon. Oh, bah, merci. Et alors, d'ailleurs, il nous pose aussi en même temps la question, peut-on identifier
les vrais défauts, mais uniquement sur publication photo ou vidéo. Tu as un petit peu répondu à la question tout à l'heure, en fait. Donc, tu penses que justement, non, il faut vraiment être sur le terrain. Alors, moi, j'ai quand même, je pense qu'on peut quand même avoir une approche intuitive des crops. Et notamment, il y en a qui, voilà, qui émanent une harmonie particulière, un niveau vibratoire, hein, j'ai envie de dire, et d'autres qui, enfin, on voit, il y a quand même, dans les faux, il peut y avoir des faux très bien faits, mais dans les faux, il y a quand même des problèmes d'alignement, de symétrie. Enfin, il y a des choses qui sont quand même visibles, moi, j'ai envie de dire, dans les faux. Oui, tu as tout à fait raison, c'est vrai. Et déjà visuellement, après toutes les caractéristiques que j'ai données au niveau biophysique, ça c'est vraiment l'épreuve ultime, en fin de compte, voilà, l'épreuve matérielle. Mais effectivement, à partir d'une simple photo, une bonne photo, on peut voir déjà les imperfections parce que souvent, malheureusement, les terrestres ne font jamais des figures parfaites. Et il y a d'autres choses aussi que j'ai pas parlé, que je peux rajouter maintenant, c'est peut-être le moment. C'est qu'au niveau du tissage des tiges de blé, c'est-à-dire que celles qui sont au sol, qui sont sous la flexion de cette énergie qui les courbe et qui les font carrément s'aligner comme ça et qui vont dessiner la figure, il faut savoir qu'il y a aussi des fois des effets 3D. Alors ce qui est marrant, c'est que les effets 3D, ça va jouer en fin de compte après qu'on va les voir, qu'on va les survoler avec le soleil, ça va donner un effet d'ombre et de lumière et c'est en fin de compte un tissage très complexe. C'est des entrecroisements en fin de compte de tiges les unes sur les autres et ça c'est pareil, c'est pas il suffit pas de passer une première fois avec, une planche et une ficelle pour faire ça. C'est vraiment un entrecroisement judicieux qui va donner d'ailleurs que quand on prend du recul, parce que quand on est dessus, on s'en rend pas compte, c'est dès qu'on prend de la hauteur que là, on peut voir l'effet 3D et tout ce côté, magique de la figure dès qu'on s'élève un peu et d'autres choses, quand ce sont des faux crop circles, comme je disais tout à l'heure, quand tu es sur des terrains un peu escarpés, où le champ justement a tendance à être un peu en pente et tout ça, bah forcément quand ce sont des terrestres qui s'amusent à faire ces figures-là, bah ça va influencer aussi sur la perfection, finale, de leur réalisation, quoi. Donc il y aura toujours des petites choses, qui font qu'à un moment donné, il y a une courbe qui est pas parfaite. On voit toujours qu'il y a des petits détails qui sont choquants et là où tu as raison aussi Hervé, c'est quand tu dis voilà, il y a, on le sent et on le pressent. Il y a une espèce d'encodage, de dans la figure qui va nous interpeller et souvent la thématique qui est choisie, il y a quelque chose qui, ça passe pas par la raison, c'est le langage du cœur. C'est-à-dire qu'il y a des choses, souvent on peut être spécialiste, on peut étudier après, aller avec des maîtres, vérifier tout ça, prendre des mesures, tout ça, ça c'est une autre démarche. Mais déjà quand tu vois la figure, il y a des choses qui t'interpellent tout de suite, qui résonnent en toi et une fois de plus, tout ça c'est basé surtout sur l'intuitif, sur la résonance, sur cette unité et je pense que tu as raison quand tu dis qu'il y a des thématiques, il y a des figures qui tout de suite, on le ressent au plus profond de soi-même, qui nous, tout de suite, ça nous parle. Et ça, je pense que c'est ça, il faut faire confiance aussi à ça, à cette intuition qu'on a, parce que c'est souvent ça qui est la vérité, quoi, voilà, qui dit juste et pas forcément la raison, avec les raisonnements, des cerveaux, quoi, tu vois? C'est plutôt le langage du cœur. Ouais, tout à fait. Alors on arrive, bientôt là au terme de notre émission donc, bah, j'invite, du coup les auditeurs à intervenir, c'est un peu le dernier moment de le faire, si vous avez une question ou pour une intervention et Laurine, moi aussi je t'invite peut-être à penser à ce que tu n'as peut-être pas pu dire jusqu'à présent et ce que tu aimerais dire. C'est le moment ou jamais avant de mettre un terme à l'enregistrement, enfin jamais, peut-être pas jamais, peut-être que justement on refera une autre émission. Alors, peut-être pas exactement sur la même thématique. Tu nous as parlé un petit peu des abductions au début. Ça peut être une thématique intéressante, même si je sais que c'est pas forcément facile d'aborder ce genre de sujet. Enfin, nous verrons en tout cas. Voilà, en tout cas, est-ce que donc chez les auditeurs ou chez toi, Laurine, est-ce qu'il y a quelque chose, encore un message important que tu souhaiterais faire passer par rapport à ces crop circles que tu n'as pas pu dire jusqu'à présent? Bah, moi, c'est surtout le fait que voilà, ce que je veux dire, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je ne cherche pas à convaincre, ou à justifier quoi que ce soit. D'ailleurs, par rapport à mon documentaire, c'est vrai que toutes les images que j'ai pu ramener, que ce soit des photos ou des vidéos, ça me sert bien aujourd'hui pour illustrer, mes propos. Mais à la rigueur, si je n'avais aucune photo, aucune image, mes propos resteraient les mêmes. C'est vrai qu'on
on dira toujours que les documents ne sont jamais des preuves absolues et il faut le reconnaître qu'aujourd'hui, maintenant, même avec l'évolution, de l'informatique, on peut créer, tout ce qu'on veut, par trucage numérique, voilà. Moi, mais mon but, de toute façon, c'est pas de ça, c'est pas de convaincre. C'est vraiment de transmettre et de partager mes expériences que j'ai vécues, directement dans les champs et puis les enseignements qui en découlent et aujourd'hui, je ressens pas forcément le besoin de retourner dans les crop circles parce que, quand je suis partie vraiment comme un voyage initiatique, j'avais besoin peut-être de me prouver à moi-même, de vérifier des choses que j'avais déjà au fond de moi et ça m'a confortée dans mes convictions et je sais qu'aujourd'hui, cette connexion que j'ai toujours recherchée et que j'ai toujours, hein, que je recherche toujours, j'ai pas besoin d'aller spécialement en Angleterre pour l'avoir. On peut le faire partout, on peut la faire, depuis son jardin, à n'importe quel endroit sur terre. Je veux dire, la localisation n'est pas importante. Là, c'est vraiment un endroit qui est magique, qui est en fin de compte on est presque dans l'événementiel parce que c'est sur l'été, c'est sur cette période-là assez courte. En fin de compte, c'est comme une fenêtre temporelle qui s'ouvre et qui se referme après et on s'engouffre dedans, voilà, pour profiter, du spectacle, un peu comme les surfeurs qui attendent la grande vague pour surfer dessus. Bah, les crop circles, c'est ça, c'est en fin de compte, c'est le moment où on sait que ce portail, il va s'ouvrir et on veut absolument s'engouffrer dedans. Mais ce que je veux dire aux auditeurs, c'est que, même s'ils n'ont pas l'occasion de partir directement là-bas, cette connexion que moi j'ai pu établir là-bas sur place, on peut l'établir aussi chez soi en restant en France, n'importe où, dans n'importe quel pays. Ça, c'est, on n'a pas besoin de tout ça et aujourd'hui, c'est vraiment ce que je veux dire, c'est que les enseignements, sont très forts et moi, la recherche que j'avais, à la base, je pense que j'ai été assez satisfaite, par l'enseignement que j'ai pu recevoir là-bas et aujourd'hui, bien sûr, je suis toujours fasciné par ce phénomène parce que voilà, ça me ramène à plein de choses, qui pour moi sont vitales, tout ce qui est extraterrestre, tout ça, ça fait partie de ma vie. Je peux pas concevoir vivre sans. Je suis tellement impliqué là-dedans que voilà, c'est extrêmement important. Mais, aujourd'hui, j'ai pas forcément l'envie de retourner, sur place, aller dans les crop circles. Je sais qu'aujourd'hui, je sais pas s'il reste encore assez de minutes pour en parler. Je me suis fabriqué, par exemple, chez moi, ce que j'ai appelé une Starseed Cradle. C'est une petite, un espèce de petit berceau, donc le Starseed Cradle, c'est le berceau, des graines d'étoiles. Je l'ai appelé comme ça. C'est une espèce de chaise longue que j'ai installée, sur un pivot à 360° qui me permet, depuis mon jardin, de faire mes méditations, depuis chez moi et de me connecter comme ça, à l'univers et d'ailleurs, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu photographier d'ailleurs ce que vous verrez dans la suite du documentaire, notamment une photo que j'ai faite d'un tic tac UFO. Voilà, depuis l'inauguration de cette Starseed Cradle, voilà. Donc tout ça pour dire que on peut après tout reproduire, c'est une fois que l'ouverture de conscience elle est faite, que la conscience elle a atteint un certain niveau, un certain seuil, que l'ouverture est faite, on peut continuer après autrement, on peut continuer son chemin autrement. Ça, c'est une approche parmi tant d'autres, voilà. Mais, il y a pas un seul chemin, les crop circles sont pas le chemin unique pour arriver à ça, voilà, la méditation, c'est parfait, enfin il y a plein de choses. Ce qui compte, c'est le résultat, voilà, c'est cette élévation spirituelle, c'est ça l'essentiel. Tout à fait, mais bon, néanmoins, moi, j'essaierai de rester attentif aux crop circles qui nous parviendront, cette année, justement, étant donné, que nous considérons que sur un plan astronomique, c'est un peu une année très, très particulière, qui pourrait être justement le grand basculement, dont nous rêvons tous. Donc je serai néanmoins attentif à ces messages. Alors, ben, on va dire on arrive au terme de cette émission. Si vous avez éventuellement une ultime question, allez-y, c'est le moment. J'en profite juste pour annoncer donc le thème de notre prochaine émission. Donc nous avons encore Radio Pléiade lundi prochain. Alors peut-être qu'après on fera une petite pause justement parce que j'avais une émission pour le 20 mais qui est sans doute décalée au 27. Donc, mais en tout cas lundi prochain, donc 6 plus 7, ça doit être le 13 mars, nous allons parler de Snowden, Edward Snowden. C'est le retour en fait de Revue Citoyenne sur Radio Pléiade. On avait déjà fait une émission avec eux l'année dernière. Et là, on va parler justement de ce personnage extraordinaire qui a révélé au monde la surveillance généralisée
mais qui, au goût de certains, pourrait peut-être faire partie, malgré tout, de l'opposition contrôlée. Donc on va essayer d'analyser un petit peu le dossier Snowden et qui est vraiment, très, très intéressant et finalement, toute personne, dans le domaine de la divulgation se doit de connaître, Edward Snowden et un petit peu de son histoire. Donc voilà, en tout cas, voilà pour l'émission, de la semaine prochaine et c'est l'émission avec Pierre Wingmakers donc, sur sa synthèse qu'il a faite justement des informations de Cobra qui sera sans doute reportée, d'une semaine. Donc voilà, voilà pour l'annonce. Et ah oui, également, peut-être le prochain marathon spirituel, pour ceux qui les suivent, donc en français, aura lieu donc le 18 mars, le samedi, 18 mars. Tu sais ce que c'est qu'un marathon spirituel, Laurine? Non, je n'en ai jamais fait. Tu n'en as jamais fait? Bah, écoute, rejoins-nous, le 18 mars. C'est une D'accord, autre façon de se connecter justement. Tu disais, voilà, il y a plein de façons de le faire. tout à fait. Les CROP en sont une. Bah, nous, on propose des choses un peu particulières. On propose en fait, finalement, une succession d'exercices, spirituels, très puissants, pour, D'accord. justement, générer un grand afflux de lumière et déclencher, des mécanismes, justement, de détoxination, de libération émotionnelle, libération d'énergie et puis une meilleure connexion à la lumière et à notre présent je suis. Donc voilà, donc on fait ça justement pour forcer un petit peu la lumière en nous, ce qui est très nécessaire pendant cette période très particulière. En tout cas, voilà, bon, je vois pas de main qui se lève. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette émission. C'est super. Je suis vraiment content d'avoir fait une émission sur les crops. On verra si on a des crops qui sont particulièrement signifiants, pourquoi pas, qui viennent nous dire quelque chose, pourquoi pas en reparler sur cette antenne, on ne sait jamais. En tout Bah cas, oui, bah merci. merci en tout cas Hervé de m'avoir invité. Et puis oui, on verra, il faut guetter c'est la saison qui va arriver. Elle sera peut-être pleine de rebondissements justement par rapport aux événements. Et oui, la résonance est capable de prendre toutes les formes possibles. Donc oui, peut-être qu'on trouvera des synchronicités très étonnantes. C'est tout ce que je souhaite. Exactement, exactement. Alors bon, moi, les Galactiques, si vous m'écoutez, pourriez-vous faire, s'il vous plaît, la promotion de mes marathons spirituels à travers un crop circle? Allez, le message est lancé. On essaiera de voir si je peux obtenir une réponse dans les crop circles à venir sur l'année 2023. Merci à tous pour cette émission. Un grand merci encore une fois, Laurine. Et voilà, et à lundi prochain, donc pour notre émission sur Edward Snowden. Je termine l'enregistrement de ce pas. Merci beaucoup, Laurine.